Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Zolive Media, les petites gueules du net, qui reçoivent aujourd'hui leur invité et qui n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Anis Lagenef. Alors, Anis Lagenef, vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant, c'est un trader. Il a passé 18 ans sur les places de marché. Il a été responsable trading, respectivement pour la Société Générale, pour, je ne vais pas écorcher le nom, pour Nomura et également pour la banque Barclays. Et il vit désormais en Angleterre. Donc, sans plus attendre, je vais lui passer la parole. Bonjour Anis. Bonjour, bonjour Olive. Eh ben, écoute, je suis vraiment honoré de te recevoir, comme on dit sur The Live Media. Je vais te laisser, comme je fais d'habitude, te présenter en quelques mots. C'est à toi. D'accord, Anis Lagenef, donc ça c'est mon prénom et mon nom. Donc je suis né en France, je suis parisien et en ce moment je vis à Londres. Et ce qui m'a amené à Londres, c'est qu'en fait j'étais trader en France. J'ai commencé en 2001 à la Société Générale. Je suis resté 8 ans et à la suite de ça, j'ai dû partir à Londres. Tout d'abord chez Nomura, c'est la plus grande banque japonaise qui a racheté à l'époque Lehman Brothers qui avait fait faillite. Donc, Mhm. elle avait racheté les activités de Lehman Brothers et en 2011, j'ai changé de banque pour aller à la Barclays jusqu'en 2016. Et depuis 2016, je fais du consulting et j'ai ma petite start-up. Et en plus de ça, je passe du temps sur Twitter et c'est là où on s'est connus. Exactement, exactement. Anis qui va sur Twitter et qui donne un peu son analyse sur les marchés, qui donne des conseils également, qui donne on va dire presque de l'éducation populaire pour les gens pour qu'ils puissent s'intéresser à ce milieu qui est quand même assez particulier, qui est le monde de la finance. En tout cas, voilà, ce qui explique que vous ne voyez pas Anis à l'écran. Sachez qu'en Angleterre, le réseau n'est pas aussi performant qu'en France, on peut le dire. Et malheureusement, donc, ça passait pas avec l'image, mais voilà, c'est quelqu'un de très simple, je tiens à le dire, parce que en France, on en parlait tous les deux. Les gens ont souvent l'image du trader très moderne, c'est-à-dire avec des costumes très classe, des voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros, etc. Euh, Nous, en France, quelque part à Nice, je pense que ce qui a vraiment permis de connaître le métier de trading, et encore que, c'est plutôt l'affaire Kerviel de la Société Générale, puisque pour laquelle tu as travaillé. En quelques mots, en des mots simples, comment tu définirais, toi, la mission de trader? D'accord. Quand Jérôme Carnet, par exemple, on se connaît très bien et donc il travaille à 10 mètres de moi. Donc, alors comment je vais expliquer le métier de trading? Alors, le métier de trading, il est vaste. C'est-à-dire que ça peut être sur plusieurs activités et à l'intérieur de ces activités, il y a plusieurs rôles. Et trader en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. L'autre chose qu'il y a dans le trading qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier très casté. C'est-à-dire que c'est vraiment l'armée mexicaine. Il y a les petits traders, les moyens traders, les grands traders et les boss des traders. Et les sauts de salaire entre chaque strass, c'est juste démentiel. C'est-à-dire que pour passer d'un niveau à un autre, il faut à peu près 2-3 ans, mais certains peuvent rester toute leur carrière au premier niveau. Et les salaires, en gros, limite, ils triplent ou ils quadruplent à chaque niveau. Donc, les salaires annuels. Donc, c'est un milieu très, très spécial où le grade a de l'importance et le salaire aussi a de l'importance. Pas en tant que tel, plutôt pour se donner une aura et pour se faire entendre par les siens. Et alors, le métier a vachement changé, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000, et c'est comme par hasard quand je l'ai rejoint. C'est au moment où on est passé du marché à la criée, on va dire, où les gens étaient sur ce qu'on appelle un pit, un floor, à la bourse de Paris, et c'était physiquement tous les traders de toutes les banques se trouvaient au même endroit, à un marché plutôt électronique. Et donc, tous les traders et toutes les banques ont pris leurs traders et sont allés dans leur tour, dans leurs immeubles comme la BNP ou leur tour comme la Société Générale, et où les traders ne se voyaient plus, ils traitaient électroniquement. Et donc, ça fait une petite révolution. Et on est passé à ce moment-là, les banques ont eu besoin de traders
qui ont fait des écoles préparées, des grandes écoles, qui ont un bagage informatique ou statistique assez important. Et c'était dans les années 2000. Et c'est à ce moment-là que des jeunes comme moi, des jeunes étudiants, nous sommes retrouvés dans des banques comme la Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Natixi. À l'époque, c'était la CDC. Donc, les profils comme les nôtres étaient très demandés. Il y a, alors, on t'entend, mais c'est vraiment, je sais qu'on a fait les tests juste avant l'émission et il y avait un petit décalage. Des fois, on sent que ça risque de perdre la connexion. On t'a entendu, mais c'est un peu léger. Je te le dis. Euh, Juste par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant. Donc, pour les gens qui sont néophytes, hein, qui connaissent pas du tout le monde du trading, avant, sur les places de marché, donc comme tu l'expliques, c'était des personnes hein, qui venaient passer des ordres d'achat ou de vente, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui a pris une grande part visiblement du trading. Tu arriverais à estimer combien les parts, on va dire, d'humains qui font du trading et la part d'intelligence artificielle qui passe des ordres en automatique aujourd'hui? Alors ça évolue de plus en plus et il y a des statistiques officielles entre ce qu'on appelle des blocs, c'est-à-dire quand c'est des blocs, c'est traité par les gens, et quand c'est du trading purement électronique et que ça passe par les machines. Alors ça dépend des métiers, ça dépend. Si c'est des actions, on va dire que 95% se fait électroniquement, même plus. Et si on parle des options, là où je veux travailler, c'est plutôt, alors moi j'ai quitté, c'était 60% qui se faisait de façon à la main et 40% électronique, et je pense que maintenant ça doit être inversé. C'est plutôt 60% électroniquement. Après, alors comme je disais, il y a plusieurs métiers dans le trading. Depuis, on va dire, le début des années 2010, l'algorithmie a changé et a introduit en son sein ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, c'est un grand mot, c'est juste pour dire que comme la puissance des ordinateurs a augmenté, on a pu utiliser des vieilles techniques mathématiques qui étaient là depuis les années 60, comme les réseaux neuronaux ou super vector machine, SVM. C'est des systèmes un peu statistiques, un peu évolués, mais qui nécessitaient de l'apprentissage et qui nécessitaient de l'apprentissage électronique, hein. Et donc, qui nécessitaient d'avoir des machines très puissantes. Et jusqu'aux années 2010, c'était réservé à quelques élites et ça s'est démocratisé à partir des années 2010. Mais c'est ça qui est moche, c'est que de plus en plus, le trading, ça veut quasiment plus rien dire. Tout est électronique, c'est des algos qui traitent. Nous, on est là soit pour les gérer, soit pour les gérer, ou soit pour réfléchir sur les algorithmes. Et une fois qu'on a réfléchi dessus, ben, c'est plus trop nous qui traitons. Et donc, c'est un métier qui a perdu de plus en plus, déjà, on va dire que c'est pas très humain au départ, qui a perdu de plus en plus en humanité à la suite. Et par exemple, je sais pas si tu en as entendu parler, en 2010, il y a eu ce qu'on appelle un flash crash Mhm. aux US sur le S&P. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques secondes, le marché américain a perdu 10 à 15%. Et ça a fait très très peur à tout le monde. Pourquoi? Parce que plus personne n'a eu le contrôle sur le marché. C'est-à-dire que c'est les algorithmes qui sont enclenchés les uns après les autres et qui sont très très malins, ces algorithmes, quand on est dans le 99,5% des cas. Mais dès qu'on part sur le 0,5%, ils se perdent complètement et ils sont emballés, ils ont fait n'importe quoi. Et ça, c'est très inquiétant en fait. C'est inquiétant pas seulement dans le sens du trading, c'est inquiétant dans tout. C'est que s'il y a un jour, il y a un emballement des algorithmes, qui sont liés à ce machine learning, à cet apprentissage, etc., et qu'ils arrivent dans des zones qui sont des zones de jamais vues, ça peut générer n'importe quoi, et notamment le chaos. Ah, ça me fait un peu rebondir parce que quelque part, quand il y a eu l'affaire Kerviel, pour revenir à lui, la Société Générale a mené une action judiciaire contre Jérôme Kerviel. Dans un premier temps, d'ailleurs, Jérôme Kerviel remporte une bataille au niveau prud'homal, mais la Société Générale, elle, remporte une bataille judiciaire contre Jérôme Kerviel, qui arrive en plus par la Cour de cassation à faire annuler la décision prud'homale. Donc, Jérôme Kerviel perd au final. Mais
si demain une intelligence artificielle quelque part fait ce qu'a fait Jérôme Kerviel, on ne peut pas se retourner contre elle. Donc comment ça se passe? Parce que c'est assez inquiétant de se dire finalement que les marchés aujourd'hui sont tenus par une intelligence artificielle, mais en termes de responsabilité, qui porterait la responsabilité de ça finalement? Alors, pour revenir à Jérôme, déjà, on ne sait pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et déjà, humainement, c'est quelqu'un de très bien, Jérôme. Donc, je ne le connaissais pas très, très bien à l'ASG, je l'ai connu après. Euh, mais même, c'est la même question, en fait. Que ce soit Jérôme ou les algos, il y a une énorme hypocrisie autour de ce sujet-là. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans ce métier-là, peut-être j'avais 23 ans, Jérôme aussi, on arrive, on est des petits jeunes, on connaît rien de rien, on sort de notre école, on nous explique qu'on est en train d'être l'élite de la France, à aller dans les meilleures banques du monde, faire quasiment le plus beau métier du monde, etc. Et quand on arrive, franchement, on croit tout ce qu'on nous dit et on fait tout ce qu'on nous dit. Et dans ce qu'on nous demande de faire, moi, ça m'a pris 5-6 ans pour comprendre, mais non, ça va pas du tout. Ce qu'on me demande là, des fois, c'est très, très limite. C'est limite au sens moral du terme. Le problème, c'est que eux, tout se passe oralement. Ouais, c'est super, t'as assuré, je vais te payer cette année. Allez, continue comme ça. C'est limite, on est, je vais pas parler de prostitution, mais presque. Et on est jeune, on a faim, on voit les centaines de milliers d'euros qui viennent à la fin, on écoute, etc. Et ce qui se passe, c'est que eux, si ça se passe mal, si ça se passe bien, bah, ils vont prendre beaucoup plus que Jérôme ou moi, à l'époque, quand j'étais un petit trader. Hein. Mais si ça se passe mal, eh ben, ils ont des fusibles. C'est qui les fusibles? Eh ben, c'est Jérôme, c'est un tel, c'est un tel. Et ça, les gens ne le voient pas. Ils comprennent pas que quand nous, on va au trading, bah, tout le monde, on n'en sait rien de ce métier. Il est présenté comme le plus beau métier du monde, surtout dans les années 2000. Il était présenté comme le plus beau métier. On y va et on fait ce qu'on nous dit de faire. Mais quand ça se passe mal, bah, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment savoir d'aller chercher les gens qui ont mis en place ce système, qui l'ont mis en place et qui l'ont validé. Et ça, c'est pas assez fait. Il y avait en 2011 un trader de UBS aussi. Ça a été le bouc émissaire. Il y a eu quand il y a eu le scandale du Libor, ils ont été chercher des petits gamins de 25-30 ans. Et les grands, eux, ils sont toujours dans leur villa à être pépères. Et donc, c'est une énorme injustice. Et cette injustice-là qu'on retrouve dans les salles de marché où la responsabilité à la fin, elle est très localisée sur la base, le petit trader, et le grand, lui, dit: ah, mais moi, j'ai écrit aucun email sur ça, je lui ai rien dit, alors que tout se passe à l'oral, hein, ou des fois même au téléphone quand c'est pas enregistré. Et ben, tous ces gens-là, ils s'en sortent. Et ben, cette logique-là, on la retrouve dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent ce qu'on appelle des risques démesurés, que ce soit par des énormes crédits pour faire du LBO, etc., ou qui empruntent énormément pour faire du trading spéculatif, etc. Et ils savent qu'ils sont protégés parce que c'est fait au nom d'une entité morale, c'est-à-dire une entité, on peut rien, quoi. C'est une société, elle est anonyme, on peut rien faire contre elle, alors que ce sont eux les fautifs. Et ce qui manque vraiment, que ce soit dans l'économie ou dans la finance, c'est vraiment l'idée d'aléa moral. L'aléa moral, c'est de dire, bah, d'une certaine façon, on doit être responsable des actes qu'on prend économiquement. Si on prend des risques démesurés et qu'on valide ces risques démesurés et qu'on n'a pas pris en compte qu'un trader puisse péter un câble ou pas, qu'un algorithme puisse péter un câble ou pas, eh ben, dans ce cas-là, il faut payer pour ses fautes. On ne peut pas, c'est-à-dire quand ça se passe bien, toucher les bonus et quand ça se passe mal, pointer du doigt un petit trader ou un petit algo. Et ça, Ouais, bien c'est sûr. on retrouve dans la vraie vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, alors, On peut parler de Renault, on peut parler de qui tu veux, ouais, ou de bien sûr. ça, Ça, ça on va y revenir un petit peu après. Moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, toi, les gens, encore une fois, qui ont beaucoup entendu parler, parce qu'on a beaucoup entendu effectivement parler de trading à partir des années 2000. Euh, mais les gens ne visualisent pas, comme toi, tu étais de l'intérieur,
déjà, on a parlé un petit peu hier pour faire connaissance, et tu me disais, moi, j'ai joué au football, parce qu'à la base, tu me parlais de football. Ouais. Euh, Comment on passe quelque part du foot, hein, tu jouais au Paris FC, si je dis pas de bêtises, Ouais. comment on passe du foot au monde de la finance, au trading? Est-ce que c'était une vocation? Parce que j'imagine que quand tu étais petit, tu t'es pas dit, tiens, moi, plus tard, j'aimerais être trader. Ah, Comment ça t'est venu à l'esprit d'être trader? Comment on arrive à être dans ce monde-là, dans ce milieu-là? bon, donc moi, j'ai une petite chance. C'est que j'ai un don, c'est le don des maths. C'est que je faisais quasiment 6 jours sur 7 du foot. Donc, j'avais pas trop le temps pour mes devoirs, etc. Mais j'avais tout le temps 20 en maths. Et donc, j'ai eu ça qui m'a suivi jusqu'en terminale. Pour moi, c'était un jeu, les maths. J'apprenais même pas les maths. C'était un jeu à chaque fois. J'attendais que ce cours-là pour jouer. Et j'aime les chiffres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a envoyé en prépa après. Donc, je me suis retrouvé en prépa. Donc, j'ai arrêté le foot parce que, comme j'assurais un peu du côté des maths, je me suis dit, je vais continuer. Ça s'est un peu corsé en prépa, mais bon, euh, je suis arrivé en école d'ingénieur, etc. Tout s'est bien passé. Et là, quand on est dans l'école d'ingénieur, on a des gens qui viennent présenter leur boulot. Et donc, tu as le gars qui vient de chez France Télécom, qui t'explique qu'il se fait chier, que son boss l'emmerde tout le temps. Et à l'époque, j'étais choqué parce que on n'a pas fait toutes ces études pour toucher. Bah, c'est beaucoup, hein. C'est 15 000 francs, je me rappelle. Ça fait 2300 euros peut-être. Il touche 15 000 francs par mois. Et, bah, bon, ça fait pas rêver. Et 2 secondes après, bon, ce gars, il a peut-être 35, 40 ans. 2 secondes après, tu as un petit gamin de 25 ans et il te dit, moi, je touche 1 million d'euros. 1 million de francs, pardon. Ce qui fait à l'époque 150 000 euros. Avec 1 million de francs à l'époque, on pouvait limite acheter un appartement à Paris dans les années 2000, début des années 2000. Donc il venait quand moi j'étais à l'école, donc c'était en 99-2000. Et là, d'un seul coup, on se met à rêver. Et il nous explique son boulot, il fait des maths, des stats, c'est magnifique, il le présente, il le survend son boulot. Et on est comme des malades, on se dit, bah, c'est ce boulot-là que je veux faire. Et pourtant, Ouais, il y a t'as des... mis des paillettes, comme on dit, plein les yeux, quoi. Ah oui, on se dit, bon, il faut que je fasse ça. Mais le problème, c'est que tout le monde veut faire ça. Donc, tout le monde veut faire du trading à ce moment-là. Dans les années, début des années 2000, fin 90, tout le monde voulait faire du trading dans les écoles d'ingé. Quand je dis tout le monde, j'exagère un peu, on va dire un grand nombre de personnes. Le problème, c'est que c'est un boulot qui est très, très dur. Et le ticket d'entrée est très, très, très cher. Il ne le donne pas à n'importe qui. Et il ne suffit pas d'avoir fait Polytechnique, l'ENS, Télécom ou quoi que ce soit pour rentrer. Ils ont besoin de gens qui soient à la fois bons mathématiquement, mais aussi filous. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent cogiter vite, qui ont, qui ont une résistance au stress énorme et surtout qui savent prendre des décisions quand il faut les prendre. Et ça, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il peut y avoir énormément d'écoles d'ingé, etc., de gens intelligents, et il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que quand on passe au trading, bien que ça soit très, très, très informatisé, très mathématisé, très, surtout le domaine où je suis moi, qui sont les produits dérivés, on retrouve des gars qui ont limite pas fait d'études. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la jugeote et ils vont très très vite pour comprendre. Et quand on leur demande, bah, tu faisais quoi avant? Bah, j'étais champion de ping-pong, je faisais du judo. Ah En oui. Angleterre, j'étais avec des gars qui étaient dans la Royal Air Force. Je me suis retrouvé un jour avec un gars, j'ai jamais vu un mathématicien aussi fin. Je lui ai dit, t'as fait quoi comme étude, comme maths? Et ben, il a fait des études de philosophie. Voilà. Ah oui. Et c'est des gens qui ont de la jugeote, etc. Ça, c'est le côté un peu paillette. Donc, une fois qu'on rentre dedans, on est un peu vu au sein de la banque. C'est un peu moins vrai maintenant, mais à l'époque, comme un peu la caste supérieure de la banque. C'est le trader. Mais après, une fois que tu es à l'intérieur de la caste, on te fait comprendre tout de suite que tu n'es rien. Tu es un petit pion parmi une énorme pyramide. Et en haut, il y a le boss de la salle. Et je te disais, je ne sais pas si je disais à toi ou pas, mais ça, c'est, bah, il y a plein d'anecdotes qui me restent en tête. Mais le premier jour de mon stage, où je suis allé m'asseoir à côté du gars qui devait me former, au bout d'une heure, il m'a dit, bah, tu vois le mec qui va aux toilettes là? Je dis, ouais, ouais, ouais. Et il s'amusait à faire un calcul. Il m'a dit, le temps qu'il aille aux toilettes et qu'il revienne, toi, tu devras bosser 1 an. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc moi, j'ai fait le calcul à l'envers. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il peut pas gagner ça. Elle m'a dit, si, si, si.
Et en fait, ouais, c'est qu'il y a des disparités de salaire qui sont énormes. Et bien sûr qu'une fois que tu es à l'intérieur, tu te dis, ben, c'est l'esprit un peu compétitif. Ouais, voilà ce que j'allais y venir. Ouais. Le J'imagine que ça doit être très. À celui qui veut être le meilleur, quelque part, vous êtes en compétition permanente entre vous. Exactement. Et ce qui est bien dans le trading, c'est que c'est des chiffres. Il n'y a pas de lèche. Il y en a un peu, hein, on ne va pas mentir. Mais c'est plutôt des chiffres. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est marketer le chiffre, c'est-à-dire vendre le chiffre. C'est-à-dire dire aux gens comment tu l'as monté et que c'est grâce à toi, c'est pas grâce à la banque. Bien sûr, c'est grâce à la banque, c'est grâce aux clients de la banque, c'est grâce aux ordi de la banque, grâce aux quants, c'est-à-dire les gens un peu intelligents de la banque, etc. Mais toi, tu as intérêt à dire, ben non, cet argent-là, c'est moi qui l'ai fait. À 90%, il vient de moi pour qu'on te paye le maximum. Donc, il y a du marketing, il y a ce que d'autres personnes appellent ce marketing, ils disent que c'est de la politique, parce qu'il faut que tu te fasses des copains, il faut que tu crées tes alliances, etc. Et c'est un monde, on va dire, un peu impitoyable pour ceux qui veulent réussir. J'ai toujours dit, moi, quand je regarde avec mes filles koh, je ne fais pas de différence entre une salle de marché et koh. Tu as les Ouais, gens ouais, gentils, ouais, ça parce que fait pas de sentiment, quoi. bah, tu as les gens gentils dans koh qui vont chercher le manioc, qui pêcher, c'est des gens super cool. Et tu as le gars qui réfléchit pendant ce temps-là, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour gagner? Et une salle de marché, c'est pareil. Tu as des gens super intelligents qui passent leur temps à réfléchir, à faire des modèles, etc. D'autres qui font du middle office, du back office, du risque. C'est des soldats magnifiques, des traders qui se donnent à fond. Et après, il y a une 20 à trentaine de personnes qui, eux, ont d'autres buts, c'est-à-dire qu'ils ont le but de réussir. Entre Bah, parenthèses, de marché, réussir, c'est pas grand-chose, hein. C'est monter en grade et gagner le maximum de bonus. j'imagine qu'il doit y avoir oui, des sacrés coups bas aussi, quelque part. Il On n'y a est que ça. peut-être dans un milieu où on n'hésitera pas si on peut être malveillant vis-à-vis de quelqu'un pour pouvoir monter en grade. J'imagine que ça doit être aussi dans les pratiques. Bah, ça, je pense, et c'est un peu comme dans toutes les boîtes, hein. Euh, mais on va dire que c'est beaucoup plus tactique parce que les montants sont énormes. Donc, il y a- les supérieurs ont peur que les gens inférieurs partent. Ouais. Donc, il y a constamment cette notion, alors qu'on ne trouve pas dans la vraie vie, je pense, de payer le juste prix. C'est-à-dire que si tu as un Très gars vrai. qui il te rapporte des pépettes, parce que quand lui va travailler, il va faire de l'argent, bah, toi, tu vas gagner sur son dos aussi. Donc, tu as Oui, cette bien idée, sûr. il faut que je lui donne exactement le montant pour lequel il ne me quittera pas. Et donc, oui, il y a des coups bas, mais c'est un peu réfréné par cette idée de faut qu'on garde les idées en place parce que donc quand un trader démissionne, moi quand j'ai démissionné de la SG, euh, j'avais 5 mois d'arrêt. C'est-à-dire que pendant 5 mois, la SG me paye mon salaire, mais ne m'autorise pas à travailler dans une autre banque. Donc elle Une est prête à clause me de non-concurrence, en quelque sorte. faire une clause de non-concurrence. Elle était de 3 mois. Et ils l'ont, 2006 ou 2007, ils l'ont passé à 5 mois. Donc, pour me garder 2 mois de plus, voilà, je vais donner juste ce chiffre, hein, pour me garder 2 mois de plus. Donc, ils l'ont fait un peu à tout le monde, mais les sommes n'étaient pas les mêmes. Mais pour me garder 2 mois de plus, ils m'ont donné 150 000 euros. Ah C'est-à-dire oui. juste pour que, en cas de démission, certaines banques, d'être en vacances 5 mois au lieu de 3 mois, pour ces 2 mois en plus de vacances, ils m'ont donné 150 000 euros et j'avais refusé. Mais ils m'ont obligé à la fin. Ils m'ont quasiment obligé, en fait. Parce que c'est contractuel, mais ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je le fasse. Sinon, ils allaient être fâchés. Ouais. Mais j'ai refusé dans 3 mois. Et voilà, pour te donner, alors quand on parle des infirmières qui veulent recevoir 1000 euros en plus, ou les caissiers, etc., moi, ça me rend fou, quoi. Et, et- et- et après, l'idée qu'il y a en banque, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que une fois que tu es dedans, tu es dans la maximisation du bonus. C'est-à-dire que moi, le bonus que je ne vais pas prendre, vu que c'est un bonus pool, quelqu'un d'autre va le prendre. Et quelqu'un d'autre, c'est pas le petit, hein, c'est le grand. Donc, constamment, tu es dans la bataille pour que ton équipe prenne le maximum, parce que c'est une part du gâteau qui va être partagée. Et ce qui est bien, c'est que tu ne décides pas de ta part à toi. C'est-à-dire, toi, tu décides tout le temps de la part de ceux qui sont en dessous de toi. Mais oui, ça, c'est juste incroyable, cet argent-là. Et moi, je ne comprenais jamais à ce moment-là, mais comment c'est possible qu'on puisse être payé ces sommes-là?
Et Et, je trouve que c'est une fois que j'ai arrêté, et j'ai bien étudié le système monétaire, que j'ai compris un peu plus la facilité avec laquelle ils avaient de nous payer. ouais, que tu as pris du recul. Moi, ce qui m'a marqué avec toi à Nice, je le dis devant les gens, hein, c'est ta simplicité. C'est-à-dire que on s'attend, quand on s'adresse à un trader, à quelqu'un qui se sent toujours un petit peu plus supérieur du fait des montants qu'il va brasser, du fait on va dire, du niveau de vie dont il va bénéficier par rapport à monsieur, à madame, tout le monde. Et j'ai retrouvé quelqu'un de calé, ça c'est clair, mais d'une humilité assez presque étonnante, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un milieu où tu fais exception à la règle, ou est-ce que quelque part les gens arrivent encore à garder les pieds sur terre? Parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, quand on roule dans des voitures à 300 000 à 400 000 euros, que tout devient presque facile, j'ai envie de dire. Tu fais le parallèle très juste entre des caissières qui, en pleine période de Covid, euh, donnent le meilleur d'elles-mêmes pour espérer des primes à 1 500 euros. Et d'ailleurs, ça a été aussi des belles promesses pour certains, au même titre que les infirmières d'ailleurs. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déconnexion des traders, des anciens collègues, des anciens collaborateurs? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une salle de marché, il y a un peu de tout, hein. Donc, quand les gens viennent, il y a des gens très, très bien élevés. Par exemple, j'avais regardé le Thinkerviewer de Gaël Giraud, et quand il parlait, ben, j'ai reconnu le quant dont je parlais tout à l'heure. Et, Mhm. donc ça, c'est des gens qui arrivent, qui sont très, 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 très intelligents, ils font leurs petites formules mathématiques, etc. Ils sont très sympathiques. Et c'est des gens qui restent tels quels, presque. Euh, Là où les gens se déforment, entre parenthèses, humainement le plus, c'est quand ils atteignent le trading ou la vente. Et donc les gens ne font pas la différence entre un vendeur et un trader. Donc ils disent tous trader, mais c'est un peu différent. Le trader, c'est plutôt le technicien qui va gérer les positions au jour le jour. Le vendeur, c'est celui qui va aller chez le client et un peu enrober la chose pour vendre les produits qu'on propose. Donc, il y a une différence entre les vendeurs et les traders, mais voilà, c'est eux qui changent le plus. Et ils changent le plus, pourquoi? Parce qu'il y a cette envie et cet appât du gain et de la réussite. Quand sur une année, je sais pas, surtout dans les années 2000, les chefs de desk à la Société Générale dans les années 2000, ils touchaient, on va dire, entre 300 000 et 1 million d'euros. Et ça, c'est le bas de l'échelle, le plus bas de Ah oui. l'échelle. Non, c'est l'échelle. C'est-à-dire je vais être franc, sur un desk, on va être 6, entre 6 et 8. Il y a le boss de ce desk-là, il y a le numéro 2, il y a deux petits market makers, c'est-à-dire deux petits traders qui sont électroniquement, qui apprennent leur boulot. En gros, ça c'est limite des stagiaires plus. Et tu as deux stagiaires, on va dire, on est 6 comme ça. Les stagiaires, bon, ils touchent 1 000 euros par mois. Les deux petits market makers, ils doivent être allez, 80 000 euros par an. Et ils pleurent, hein. Pour eux, c'est les Ouais. petits. Ouais. Et ils ont même pas un an allez, 2 ans d'ancienneté. Ils doivent être, à l'époque, hein, ils devaient être à 40 000, plus 40 000 en bonus. Après, tu as le numéro 2, il doit être autour de 300 000. Et le numéro 1, s'il est très bon, ça peut aller jusqu'au million. Et Ouais. donc, c'est des sommes énormes. Et surtout, dans les années 2000, avec 1 million, tu achètes ce que tu veux. Là, c'est un peu plus dur. L'immobilier est vachement monté. Ah oui. Et, surtout, si tu prenais en plus un crédit en plus, ce que j'ai jamais fait, mais et donc ça monte vite fait à la tête. On est payé en mars, fin mars à l'ASG. Début juin, on se fait livrer tous les Porsche Cabriolet, Maserati, ceci, le coin du, parce qu'on arrive les premiers dans la banque. Donc le coin de parking de la Société Générale avec les voitures des traders, on va dire que 70% des traders ont des voitures à plus de 80 000, 100 000 euros. Alors, quand je suis venu en Ouais. Angleterre, alors là, la SG, c'est vraiment des clodos, hein, les traders de la SG. Quand je suis arrivé en Angleterre, ah non, là, c'était fou. Donc, je suis arrivé chez Lehman Brothers, qui avait fait faillite, qui venait d'être repris par une banque japonaise, Nomura. Et là, c'était des voitures, mais c'est juste pas possible. C'était des voitures à 200, 250, 150 000 euros. Il n'y avait que ça. Mais bon, c'est qui? C'est l'élite du trading qui a ça.
Ouais, Et bien sûr. Bien sûr. sur un floor, on va dire, où il y a à peu près, je pense, je dirais 300 personnes, on parle de 20-30 personnes, 10% des gens. Et, euh, et donc, les gens changent. Et après, ça dépend du milieu dans lequel tu as vécu. Par exemple, moi, j'ai vécu au centre de Paris, mais dans une famille modeste. Et donc, tu apprends Oui, tu as l'humilité. gardé tes racines. Ouais, et si tu l'oublies, on te le rappelle très rapidement, en fait. Donc, si à un moment, quand tu commences à palper, etc., et que tu commences à péter un peu plus haut que ton cul, et ce qui est bien, c'est que les proches, surtout dans des milieux où les familles sont assez nombreuses, on te le rappelle en 2 secondes. Voilà, tu as un retour à l'ordre qui est direct. Mais après, l'humilité, elle vient avec le temps. C'est très rapidement, en fait, on se rend compte des biais de ce métier et que surtout, l'argent n'achète rien. Et on a tous des buts quand on rentre dedans. Moi, je me suis dit, ah, si j'ai 1 million d'euros, j'arrête le trading. Et c'est pas vrai, en fait. Tu cours après l'argent. Et à un Ouais. moment, moi, c'est arrivé, je crois, en 2006-2007, très, très vite. Au bout de 6-7 ans, j'ai dit, bon, j'arrête. J'ai assez, je veux pas courir après l'argent. Et, euh, et il y a des gens, ils s'arrêtent jamais. Ils s'arrêtent jamais. Et tu te dis, mais pourquoi ils s'arrêtent jamais? Et ça, je l'ai compris aussi après. Je l'ai compris quand j'ai arrêté le trading. C'est presque une Euh, addiction quelque part, à un certain stade. non, c'est que tu te dis, regarde, je fais une année, ça va me garantir 5 ans. Alors, moi, quand j'avais dit, je vais gagner 1 million, je me dis, ouais, je vais acheter ma maison, parce que je prends pas de crédit. Mais après, Mhm. si tu apprends sur le coup, parce que toi, tu as claqué sur une voiture, etc. Tu as fait du trading, mais on t'a jamais appris à l'école que tu payais des impôts à la fin de l'année. Et là, on te Ouais. dit, tu as mis de côté pour les impôts? Quel impôt? Et là, tu vois, tu apprends la vie petit à petit. Et en fait, tu as beau gagner des grosses sommes, déjà, il y a quasiment 50% qui va en impôts. Et il te reste 50%. Les 50%, les autres, ça dépend de qui, hein, des fils à papa, etc. Eux, ça va, ils gardent tout. Mais en général, les footballeurs ou les traders qui viennent de milieux plus modestes, ils partagent plus facilement, en fait. Moi, je fais beaucoup le parallèle entre les footballeurs et les traders qui viennent de milieux modestes. C'est ceux qui partagent le plus et aussi qui ont plus de recul par rapport à leur métier. J'ai eu la chance ici Ouais. à Londres de rencontrer plusieurs footballeurs et j'étais marqué par cette similitude entre nos vécus. Et il y a aussi, tous les deux, on a cette mauvaise image de gens qui claquent l'argent ou pas. C'est pas vrai, ça dépend de qui et comment. Mais, euh, mais ouais, et t'es pris dans un engrenage et tu dis, mais attends, c'est énormément d'argent, je vais mettre de côté et je vais arrêter. Et en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas arrêter. C'est que, à moins que tu ailles dans le Larzac et tu achètes une maison et tu restes là-bas et tu fais bien, bien, bien toute ta vie, si tu veux rester à Paris ou à Londres, que tes enfants, il faut payer le lycée, que si tu as acheté un appart et tu croyais que ça allait te payer ton salaire, ben non, il va falloir payer des impôts dessus, etc. Il Mhm. va y avoir Bien des sûr. vides locatifs. Et tu t'apprends ces choses-là et en fait, le ticket de sortie, il est énorme, et vraiment énorme. Si tu veux garder un vie modeste, mais modeste plus, hein, quand je dis modeste, c'est Oui, bien sûr, j'entends bien. 5 000 euros par mois et ta maison payée, le ticket de sortie, il est très, très, très cher. Il est très, très élevé. Et ça m'a tué. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et l'autre truc que tu peux avoir, surtout en Angleterre, je l'ai pas trop vu en France, mais surtout en Angleterre. En France, il y a un jeu qui est incroyable un mois avant les bonus, c'est que les gens, ils essayent d'optimiser le maximum leurs impôts en faisant de l'évitement fiscal via Alors, c'est un grand thème qui revient beaucoup en France. On considère que l'évasion fiscale, hein, par rapport aux grandes fortunes et autres, représente à peu près annuellement 100 milliards d'euros. Alors, il y a On deux est quand choses. même- Là, moi, je parle au niveau privé. C'est l'évitement qui est permis par des procédés qui, à mon avis, auxquels j'ai jamais adhéré, hein. Je l'ai fait une année et je l'ai regretté. Mais parce que quand j'ai reçu le dossier, j'ai halluciné. C'est des projets, c'est de l'optimisation fiscale via des niches, on va dire le Girardin industriel, etc. Alors, il y a ce sport-là en France, surtout Mhm. jusqu'aux années 2010, jusqu'à ce que je sois resté. En Angleterre, il y a une autre vision de l'argent et il y a énormément de traders et de gens qui donnent de leur argent aux charités. Et ça m'a fait plaisir. C'est-à-dire qu'en France, on le voit moins, ou peut-être c'est privé, c'est caché, on le voit pas, j'en sais rien.
en Angleterre, c'est hallucinant. On est poussé, surtout ceux qui gagnent pas mal, à donner beaucoup à ce qu'ils appellent ici les charities, donc c'est les Oui. associations caritatives. Et donc moi, je le faisais déjà en France et en Angleterre, j'étais vraiment émerveillé par cet aspect-là. Donc, ça a beau être des crapules qui traitent des millions à droite, à gauche, etc., et qui font de l'argent pour la banque, mais individuellement, en fait, ils sont pris dans un système et individuellement, c'est des gens qui donnent beaucoup les gens dans les banques. Et peut-être aussi parce que il y a un tout petit peu moins d'impôts en France, et encore, c'est pas tout à fait vrai. Il y a cet esprit de faire le bien autour de soi. Et donc, il y a constamment des liens qui tournent ou des emails pour participer à un pot commun, pour aider telle association ou telle association. Chaque trader, chaque sales a son combat et on sait par exemple que lui il va être pour... moi, j'avais le boss de la salle qui était vraiment très, très, très dur dans la dernière banque où j'ai bossé, mais qui passait tout son temps libre à aider des écoles, à financer des écoles d'enfants en difficulté. Et le Ouais, contrat, il s'implique plus dans la vie de la cité par rapport aux Français, j'ai envie de dire, c'est ça? je sais pas. Alors, je sais pas d'où vient cet esprit-là ici en Angleterre, mais il y a vraiment cet esprit d'aider l'autre. On le retrouve beaucoup dans les banques. Et je pourrais pas te l'expliquer. Il faudrait ramener un sociologue et qu'il fasse le boulot, mais c'est clair, c'est plus répandu en France. Mais Et après, ça te manque la France? c'est plus répandu en Angleterre, pardon. C'est-à-dire qu'ils le font beaucoup. Ça te manque la France, du coup, ou pas du tout? Ça fait combien, tu m'as dit, 10 ans que tu es parti, c'est ça? Ouais, 10 ans. En fait, ce qui me manque pas en France, c'est mon pays, hein. Moi, mon Twitter, je le passe 100% sur la France. C'est le pays qui m'a élevé, formé, qui m'a donné la chance de réussir et il faut que je lui rende fois 1000 ce qu'il m'a donné. Mais ce qui me manque pas en France, c'est vraiment l'aigreur qu'il y a chez les gens. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'essaye d'aller sur Twitter, c'est de comprendre d'où vient cette aigreur, parce que peut-être cette aigreur, elle est légitime. C'est-à-dire que les gens n'ont pas l'air heureux en France. Et on le voit, hein, dès qu'on arrive à la gare du Nord, on va à Paris au premier café. Bon, je suis parisien, donc je parle de Paris, hein. On sent qu'il y a un mal de vivre dans la cité et qu'on ne retrouve pas tout à fait en Angleterre. Donc, Justement, alors, ça me permet de faire un petit parallèle. Je me rappelle, comme tous les Français, hein, euh, Hollande, discours du Bourget, dit: Mon ennemi, c'est la finance. Toi, tu es un pur produit de la finance. Les gens auront quand même tendance, dans les classes moyennes, les classes populaires, etc., à dire finalement les responsables de tous nos maux. Soit il y a les gens d'extrême droite qui vont aller stigmatiser et vont dire c'est les immigrés, ça c'est clair. Ou soit on a une autre frange de la population qui, elle, va dire le problème de la France, c'est vraiment la finance. C'est, d'ailleurs, on parle beaucoup de capitalisme ou de néolibéralisme. Euh, on est dans un pays où on a 39 milliardaires, on a Bernard Arnault, notamment patron d'LVMH, qui est une des plus grosses fortunes du monde, si je ne dis pas de bêtises, pour ne pas dire la plus grosse d'ailleurs. Euh, mais souvent, bien souvent, on ramène nos mots à ces gens-là. On parle d'ailleurs, Emmanuel Macron les appelle lui-même les premiers de cordée, et les riens. C'est-à-dire on voit qu'il y a cette fracture entre, j'ai presque envie de dire, le monde du bas, et un peu comme tu disais dans l'esprit trading, le monde du haut. Est-ce que tu as ce ressenti-là, toi? il va me falloir. Cette question, moi, je vais essayer de répondre en 5 minutes, mais il me faut 10 heures pour répondre à cette question. Et en fait, cette question, c'est vraiment. Là, je suis apaisé. Et il m'a fallu peut-être 3 ans pour m'apaiser. C'est vraiment, il fallait que je comprenne, en fait. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement les parallèles qu'il y a entre une salle de marché et l'économie réelle. En fait, grâce à mon expérience, et moi, je me suis toujours demandé, moi, je crois en Dieu, tu vois, je disais au bon Dieu, je t'ai demandé d'y aller tous les jours, je t'ai cassé la tête, mais pourquoi tu m'as mis dans cette merde? Parce que je vais pas te mentir, j'ai regretté quasiment le premier jour où je suis allé. Et le premier jour où je suis allé, il m'a stressé le trader à ma gauche, là, celui qui me formait. Je suis allé aux toilettes, j'ai touché mon nez, il y avait du sang. J'ai dit, je m'en fous complètement, je démissionne. Je suis allé le voir, j'ai dit, je veux plus faire ce boulot. Merci, au revoir, tu me parles plus comme ça. J'ai pas envie de stresser, etc. Et donc, à partir de ce premier jour, ça a continué un peu comme ça.
pendant longtemps. Et quand je suis sorti, j'étais pas apaisé, on va dire. Pas apaisé. J'étais content de sortir. J'avais l'impression d'avoir un 38 tonnes qui dégageait de mes épaules, mais je n'étais pas apaisé. Et les 3 ans de là que j'ai passé à lire, à écrire, à penser à un boulot que je pourrais faire qui soit un peu plus noble via ma start-up, etc. Et qui m'a conduit aussi en parallèle à écrire sur Twitter ce que je pensais, ce que je voyais, etc. En fait, ça m'a permis de m'apaiser. Et c'est pour ça que je te dis, il faut 10 heures. Même à chaque fois que j'ai envie d'écrire un livre sur le sujet, je ne sais même pas par quoi commencer. C'est vraiment très complexe. Et quand tu vois le lien que tu fais entre le gars qui en veut à l'immigré ou à Arnaud, qui a 100 milliards d'euros de richesse, il y a un lien, c'est quasiment la même chose qui est à la racine. Et donc moi, je suis parti de l'un ou de l'autre et j'ai commencé à essayer d'enlever les nœuds les uns après les autres. Et plus tu enlèves les nœuds et plus tu digues, tu digues, tu digues. Et en fait, c'est un nœud que tu fais socialement, c'est-à-dire tu pars des plus riches aux plus pauvres. Mais donc c'est dans la strasse sociale, mais que tu peux le faire aussi géographiquement. C'est-à-dire que tu pars de Paris et tu arrives dans des pays africains. Et tu dis, mais il y a de l'injustice socialement, il y a aussi de la justice géographiquement. C'est entre les pays riches et les pays pauvres. Et donc tu dis, mais d'où ça vient? Et alors tu commences à creuser, 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 et en fait tu recules dans l'histoire. Et j'ai reculé, reculé, et à chaque fois, je me dis, attends, je vais arrêter de reculer là, parce que j'allais arriver au 19e siècle, 18e. En fait, tu peux aller aussi loin que l'homme, jusqu'au premier homme. Et c'est là que tu trouves la racine du mal. Elle est là, elle est au premier homme, en fait. C'est qu'en gros, nous, on est tous nés parfaits. On est tous sympathiques. C'est un peu Rousseau, tu vois, c'est l'aspect. Originellement, on est créé bien. C'est-à-dire que quand on est bébé, on n'est pas là pour foutre la merde dans le monde ou être le premier, le plus riche, le plus fort, le plus cruel. On est là, on est né, hop. Mais après, c'est notre environnement, notre famille, notre société qui va te faire de nous quelqu'un de dur, quelqu'un qui a besoin de prouver aux autres. Et quelqu'un qui a besoin de prouver, certains vont le faire par la richesse, par la cupidité, en voulant écraser l'autre. Et donc ça, on le retrouve. Moi, je vais pas te mentir, je suis pas une sainte ni touche. Les 5 premières années du trading, j'étais un lion dans la salle de marché. Il fallait que je monte le plus haut possible et que j'écrase le plus de monde possible. Et dans ma tête, je me dis non, c'est rien, c'est des traders comme moi. Tu vois, un jour, par exemple, je te donne juste une info. Un jour, j'ai trouvé ce qu'on appelle un arbitrage, c'est-à-dire comment me faire de l'argent rapidement grâce à une news qui était publique mais que personne quasiment n'a vu. J'étais un des premiers à l'avoir vu. J'ai éclaté un concurrent et je lui ai pris 1,2 million d'euros au nom de la banque, au nom de la Société Générale. Bon, on s'est tapé tous des high five dans la salle, etc. On en rigolait. Mais quand je l'ai revu 2 semaines après en entretien, il n'osait pas dire, parce qu'il ne savait pas que c'était moi en face, il n'osait pas dire pourquoi il s'est fait virer. Non, je ne m'entendais plus à tout. Et je me suis dit, voilà l'impact qu'on peut avoir sur les autres. C'est-à-dire qu'on peut les faire virer. Tu vois, c'est dur quand même. Et c'est là où on se prend des claques. Je m'en suis pris plein d'autres, hein, comme ça, bien pire. Hein. Des claques de la vie où toi, ta réussite, elle est faite parce que tu en as écrasé d'autres. Oui, mais il y a beaucoup de gens, comme tu le disais tout à l'heure, hein, je veux dire, c'est aussi le, la réalité de ce que vivent certaines personnes dans des entreprises, mais même à des niveaux en dehors du trading, hein, je veux dire, à tous les niveaux de la société dans lesquels tu es, finalement, on t'apprend qu'il faut écraser l'autre pour pouvoir évoluer. Mais alors le problème, alors dans la société, c'est que c'est des règles tacites. Dans le trading, c'est officiel. Si, par exemple, un jour à l'époque, il y avait un stock qui s'appelait AGF, un assureur. Il y a des petits gars qui bossent avec moi qui ont trouvé une news super sympa. Bon, mais eux, c'est les petits dont je te disais, là, ils traitent sur les écrans, etc. Je dis, écoute, t'arrêtes tout. Combien tu veux? Je veux 50 000 euros. Je dis, tiens, prends-les de mon. C'est-à-dire que je lui ai fait un transfert de mon portefeuille. J'ai dit, prends-les. Et j'ai réussi, moi, avec cette news-là, à faire 5 millions d'euros. 3 jours après, mes boss m'ont appelé, m'ont dit, voilà, il y a telle et telle et telle banque qui se plaignent et qui disent, si on n'annule pas le trade, ils vont virer leurs gars. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on a déjà répondu. Bah, virez-les. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puis c'est pas notre problème, parce que ça s'est fait dans les règles. Et à ce moment-là, tu te dis, mince, je viens de faire virer 3 mecs. Je sais que c'est des traders, etc., et qu'ils vont s'en sortir. Hein. Quand tu es trader, tu trouves du boulot en 2 secondes.
Mais je me suis dit, c'est dur quand même, c'est un métier dur. Et tu ne te vois pas vraiment. Et c'est là où, ça, je te parle, AGF, c'est peut-être 2005-2006, quand ils se sont fait racheter par Alliance. Donc, Ouais. et c'est là que tu commences à prendre conscience, tu vois. Un jour, j'ai eu une énorme position sur Alcatel, il fallait que je la vende énormément à cause des produits qui étaient dans mon portefeuille. Et moi, ça me faisait rire parce qu'elle faisait que de baisser, je la baissais tous les jours, etc. Et tu vois, il y a de l'action. Tu es le plus gros sur Alcatel, j'étais très, très, très loin, le plus gros. Et je me rappelle, j'ai amené de 9 euros à 3 euros, un truc comme ça, ou 2 euros. Et alors qu'elle venait de 100, hein, quand il y a eu la bulle Internet. Et là, je me suis pris peut-être, c'est une des plus grosses claques, celle-là, j'ai vu une news Reuters, je me rappelle plus bien du chiffre, mais c'est genre la news, 770 000 emplois à risque sur Alcatel après encore une énième déconvenue en bourse. Oh. Voilà, je me suis dit, mince, moi, il faut vraiment que je les traite, ces stocks, parce que si je les traite pas, tu vois, ça fait partie de mon boulot. Et là, tu dis, mais mince, en fait, il y a une connexion entre l'irréel et le réel, en fait. Parce que c'est tous ces gens qui travaillent pour Alcatel dans le monde, je sais pas combien ils sont, mais c'est des ménages, c'est des familles, c'est des gens. Ouais, bien sûr. Et Bien là, sûr. tu prends du recul. Et là, tu essayes de dire, bah, t'écoutes plus un peu tes boss. C'est comme ça, d'ailleurs, que je suis devenu boss. Je t'écoute plus tes boss, tu dis, bah, tu sais quoi, moi, je vais être réglo. Tes conneries, tu les règles pour toi. Moi, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Dans le trading, je vais essayer de faire le mieux possible un boulot réglo. Et c'est ce qui s'est passé à partir de 2006. C'est-à-dire, j'ai commencé à changer petit à petit. J'ai arrêté de faire ce qu'on m'a appris à faire et à changer petit à petit et à essayer de faire, d'être un peu plus utile et un peu moins rapace. Donc, quelque part, c'est pas incompatible avec le monde de la finance d'être réglo, bienveillant envers son prochain ou de bien traiter ses collaborateurs. Ah, ça reste un boulot pourri, quoi qu'il arrive. On en est tous conscients, hein. C'est du vent, on traite du vent. Hmm. Un jour, en 2008, il y a eu la crise vers octobre 2008, etc. Et je terminais très, Ouais. très. J'ai fait un tour dans la salle pour voir s'il n'y avait plus personne. Je voulais savoir si j'étais le dernier. C'était une des seules fois où j'étais le dernier, d'ailleurs. Et je vois un petit, un junior, il a les deux mains sur la tête et il ne bougeait pas. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, ça va? Il me dit, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois, t'es figé comme ça depuis je sais pas combien de temps. Et lui, il avait un énorme portefeuille qu'il gérait pour les grands boss. Énorme. Et lui, c'était un petit, il le gérait pour des grands, grands boss qui n'avaient pas le temps de s'en occuper. Ils l'ont mis lui là. Hmm. Il m'a dit, je suis complètement dégoûté. Pendant des années, quand ça se passe bien, on se prend tous pour des stars, les boss aussi. Et là, ils sont plus là. Je suis tout seul face à ma merde. On comprend rien. Personne ne comprend rien. Et on perd des millions. Et je suis juste dégoûté de la merde qu'on fait. Et j'ai dit, ouais, ben, bienvenue au club. Tu as tout à fait raison. Et cet esprit-là, en fait, on le retrouve dans l'économie réelle aussi. Mais les gens ne le comprennent Ouais. pas. Et ça me tue. Des fois, quand je me lève Alors, le matin et je lis des news, etc., ou des ministres qui racontent la messe sur BFM TV, ça me rend fou. Je me dis, non, non, là, il faut que j'y aille. Alors, j'essaye de faire des threads pour expliquer avec des mots très, très simples ce qui se passe. Mais il y a de l'info qui part. Je peux pas faire des threads. Il me faudrait des threads de 100 euh, tweets. Et c'est surtout, très, c'est c'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que la vidéo ou l'audio offre aussi cette possibilité quelque part, parce que c'est plus rapide à expliquer, c'est peut-être même plus humain. On parle souvent moi, je de te jure, côté humain, mais c'est une souffrance. les threads que tu fais sur Twitter, bon, moi, avant d'être média, je suis aussi utilisateur de Twitter et d'autres réseaux, hein, mais Twitter en particulier. Il est vrai que tu le fais très bien. C'est accessible, on comprend, c'est accessible pour le plus grand nombre. Quand tu regardes BFM TV, il y a BFM TV aussi qui traite de la finance, hein, n'est-ce pas? Où là, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi limpide. Il parle quelque part à une classe qui est beaucoup plus élevée que le citoyen le commun des mortels, on va dire. Donc, je trouve que ce que tu fais, c'est honorable. Après, je rebondis aussi. Tu parles de 2008. Ça, c'est intéressant parce que on a beaucoup parlé de crise financière mondiale en 2008, la fameuse crise des subprimes. Et là, on vit une crise. Enfin, on la vit. On est en train, à mon sens, de rentrer dans une crise financière mondiale,
liées au Covid, bien évidemment. Beaucoup commencent à nous conditionner, d'ailleurs, en parlant beaucoup de récession, d'austérité. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits également. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très symptomatique, c'est de faire des parallèles avec la crise de 29 en disant, j'ai vu des économistes récemment à la télé qui disaient vraiment là, on va dans quelque chose de très très dur, ça va taper très très fort, il va y avoir une augmentation sans précédent du chômage de masse, il va y avoir énormément de fermetures d'entreprises, il va y avoir aussi quelque part des gens qui ne pourront plus payer leurs crédits, comme ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire on prend 2019 où on a battu les records de prix immobiliers en France parce que les taux étaient bas, mais ce sont des gens qui potentiellement demain vont peut-être perdre leur emploi. Ils sont encore endettés pour 25 voire 30 ans pour certains. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir de retrouver quelque chose derrière. Et on sent que là, vraiment, ça va être très, enfin, à mon sens, je sens que ça va être très, très violent et qu'on n'est pas forcément d'ailleurs préparé à ça. Quand je regarde là, pour en revenir à la France, bon, la France, on a vu le premier trimestre des chiffres de la croissance. Malheureusement, la France est lanterne rouge, avec certains pays comme l'Italie ou l'Espagne notamment, elle est même montrée du doigt parce comment dire, elle entraîne la zone euro par le bas, alors qu'en parallèle, on va retrouver des pays auxquels on ne s'attendait pas du tout, avec la Finlande, par exemple, qui se retrouve avec 0,1% de croissance, avec des pays vraiment, on a l'impression qu'il y a un déséquilibre d'ailleurs entre le nord et le sud. Euh, je vois que les gouvernants en ce moment font beaucoup d'effets d'annonce. Tu parlais de Renault. Eh ben, on va y arriver justement. Renault, où on annonce 5 milliards d'aides fournies par l'État sans avoir de garantie de sauvegarde sur l'emploi, notamment. Air France, qui est dans le même cas, puisque l'aéronautique est durement touchée, avec 7 milliards d'aides aussi par l'État, pardon, mais sans avoir de sauvegarde. C'est quoi ton avis, dis-moi? Ouais, là, il y a beaucoup de choses. Déjà, je veux revenir sur BFM. Quand tu dis, il parle pour une élite. Et ça, alors, on le retrouve aussi dans les salles de marché. Moins t'en sais, et plus tu fais le pédant. Plus tu utilises des mots difficiles. Je pense que eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils racontent. Quand ils parlent d'inflation, de croissance, de ceci, de cela. En fait, ils sont pris dans un tourbillon et ils essayent de s'expliquer les choses. Mais j'arrive à capter très rapidement que certains économistes, beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques ne comprennent même pas la base. Donc moi, je suis humble, hein, j'ai appris, parce que ce que je te disais avant, je crois, c'est que le trading, c'est beaucoup de taylorisme, la finance. C'est-à-dire que tu es pointu. Moi, tu me parles de produits dérivés, de nappes de vol, de convexité, je peux t'en parler pendant 10 mois, non-stop, et je m'arrête pas. Maintenant, si tu veux aller juste l'activité qui est à 10 mètres de moi dans la salle de trading, je vais avoir plus de mal à comprendre ce qu'il fait. Donc, imagine, toi, des journalistes, des économistes, etc., qui n'ont jamais mis la main dans le cambouis et qui parlent. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'il y a d'un côté des gens qui font des choses, que ce soit dans des salles des marchés qui connaissent bien les mécanismes de la finance ou dans l'économie réelle. Et on a des politiques ou des journalistes ou des économistes. Et ces deux mondes, j'ai l'impression qu'ils sont complètement séparés, qu'il n'y a pas de bridge entre les deux, il n'y a pas de pont. Et il faut changer ça. Il faut changer ça. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que dans le prochain gouvernement, ben, on prenne un énarque ou ce que tu veux, là, tu sais, ceux qui savent bien parler à la télé, qui se présentent bien, etc. Parce que on est à l'ère du marketing, et qu'on lui colle quelqu'un qui vient du marché ou de l'économie, qui a créé sa start-up, son entreprise, sa boulangerie, et qui a réussi, et qui sait ce que c'est. Il faut leur coller les choses. Et quand je suis arrivé à l'AEG, tu sais, je t'ai raconté les meilleurs traders, et c'est les numéro 1, c'est l'AEG. Et si on me demande pourquoi c'est les meilleurs, bah, premièrement, parce qu'il y a le vivier des grandes écoles françaises, qui est Polytechnique, etc., Centrale, les mines, Télécom, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce vivier-là, et ils se sont rendus compte que quand ils collaient à ces gars-là un mec qui vient de la vraie vie, c'est-à-dire qui a fait un DUT, un BTS, ou je sais pas moi, une fac ou un truc comme ça, mais qui était filou, ils se rendaient compte que la somme des deux,
c'était la meilleure des. Il y en a un qui a le bon sens et l'autre qui a l'intelligence. Bien sûr. L'intelligence toute seule, ça ne vaut rien. Le bon sens tout seul, c'est déjà mieux, mais c'est encore mieux s'il y a de l'intelligence avec. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé dans des. Tu vois, là, par exemple, moi, ça m'arrange qu'il n'y ait pas de vidéo. Parce que tu vois, j'ai pas le vocabulaire d'un mec qui a fait l'ENA. Mais quand on parle de Renault et de la secrétaire d'État à l'économie, je connais même pas son nom d'ailleurs, je sais même pas qu'elle était secrétaire d'État à l'économie, j'ai vu sa réponse, elle m'a parlé sur Twitter sur Renault. Quand je vois ce qu'elle dit, je me dis mais c'est très grave. C'est très grave d'avoir aussi peu de culture économique et de compréhension et d'être en même temps à la tête de l'État. Je sais qu'elle est bien entourée, mais quand même, ça fait très 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 peur. Et donc voilà, donc il faut pas. Je pense que les gens de BFM ou les journalistes que vous voyez à la télé, etc., qui parlent d'économie, ils font exprès de monter le niveau pour en faire, pour en fait hijacker, genre prendre en otage l'économie et en parler que entre élites. Alors qu'il n'y a pas plus simple que l'économie. L'économie, c'est j'ai besoin d'un service ou d'un bien, où est-ce que je vais me le procurer et comment je vais le procurer aux autres. Ça s'arrête là. C'est ça l'économie. Eux ont mis des strates les unes après les autres, rendant le machin incompréhensible, et ils croient le maîtriser, mais ils ont du mal à le maîtriser. Donc il ne faut pas leur donner d'importance. Alors Tu après, ne penses pas que c'est quelque part, parce que tu dis, je t'écoute avec attention, hein, tu dis finalement, voilà, ils le font peut-être pas exprès, ils sont bien entourés, mais c'est grave, etc. Mais quand on se présente à une élection présidentielle, quand on monte un projet, un programme pour son pays, etc., on est quand même censé s'entourer de gens compétents. Enfin, me semble-t-il. Quand tu es une entreprise, le poste peut-être le plus capital d'une entreprise, ça reste les ressources humaines. alors, Si tu fais des mauvaises, si tu te plantes sur les embauches, tu vas pas faire tourner ta boîte au bout d'un moment. J'ai bon, un peu ce sentiment-là. bah, je Je vais me sais pas. lâcher. Désolé, je vais me lâcher. Alors, je vais Vas-y. m'expliquer. En fait, en France, ce qu'on fait, c'est qu'on forme des gens très, très, très intelligents. Et c'est des gens soumis. C'est des gens dociles. OK? Moi, ça me fait rire quand on me dit Macron, il est banquier. Macron, il n'est pas banquier. C'est ce qu'on appelle un pougne. C'est quelqu'un, et je pense qu'il travaille jour et nuit, etc., et qu'il travaille, etc. Quand il était chez Rothschild, je pense qu'il a fait marcher un peu ses connaissances, mais il ne tiendrait pas dans une salle de marché face au loup que je connais. Il ne tiendrait pas une journée, ce gars, avec son pipeau. Il n'y a pas de pipeau dans. Donc je me dis, lui, il tient pas. Ce qui est vraiment de la valeur, c'est ce qu'on appellerait de la sagesse ou de la conscience des choses. C'est-à-dire que tu as du bon sens. Et le bon sens, c'est incroyable. On le retrouve dans toutes les strates de la société. Tu peux aller voir un paysan qui n'a pas fait d'études, qui est à l'ancienne, etc., être hyper, hyper, avoir énormément de bon sens, autant que dans l'élite. Et ces gens-là, en fait, c'est pas les gens qu'on met en avant. On met les gens qui sont dociles et qui appliquent docilement les choses. Et c'est un peu les dirigeants politiques qui nous dirigent. Bien Euh, sûr. et donc ça, c'est assez inquiétant en fait pour la France. Et le système en a besoin de ces gens-là, parce que c'est eux qui font marcher le système. Et dès que quelqu'un va parler, va sortir un peu du cadre du système, alors on va le traiter de complotiste. Ah, alors tous les trucs, moi on peut pas me traiter de ça, de rageur. C'est un jaloux, c'est un gars de la gauche extrême, il est jaloux, c'est pour ça qu'il est contre la finance. C'est un gars qui a pas fait d'études, il comprend rien. Ah non, c'est pas vrai. Donc c'est des gens qu'il faut ramener face à leurs contradictions. Et comment les ramener face à leurs contradictions? Il faut qu'ils fassent face à des gens qui sont du terrain. Et quand ils sont face à des gens qui sont du terrain, mais pas individuellement, c'est-à-dire par un groupe de gens. J'ai parlé avec des gilets jaunes au téléphone il y a une semaine, et le gars m'a donné à peu près leur programme. Et j'ai dit, mais c'est hallucinant. Votre programme est juste hallucinant. Moi, tu me demandes entre ce programme-là et le programme de n'importe quel homme politique, je vote pour le vôtre. Mais comment vous avez fait pour sortir ça? Il m'a dit, c'est une intelligence collective. On s'est mis à 70, 80.
Et j'ai parlé avec une autre dame très très sympathique en Corse et qui m'a dit aussi, elle était dans des mouvements de gilets jaunes et elle me disait des choses, mais c'est hallucinant, c'est super intéressant ce que vous racontez. Elle m'a dit, oui, on l'a appris quand on était en groupe ensemble, on s'est retrouvés, on a échangé, chacun savait un tout petit peu, mais tous ensemble, on a échangé et voilà, on est arrivé à comprendre des choses beaucoup plus hautes. Et c'est ce que j'ai appris aussi un peu de Twitter, c'est que quand on l'utilise bien, on peut Ah oui, prendre, on peut prendre la lumière de chacun. Et tout à fait. Mais pour en venir aux Gilets jaunes, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque dans le cadre du média, j'ai beaucoup, beaucoup suivi les Gilets jaunes, notamment à Clermont-Ferrand, hein, dans Puy-de-Dôme. Mais les Gilets jaunes, aujourd'hui, par les médias notamment, ou on va dire par l'opinion publique, n'ont pas forcément une bonne presse, quelque part. Enfin, je m'explique. On les fait passer quand même pour beaucoup des antisémites, pour des racistes, des gens violents. Euh, on leur a accablé tous les maux de la terre. Là, quelque part, tu es en train de, pas de faire l'apologie des Gilets jaunes, mais presque, j'ai l'impression, en disant, voilà, j'ai un programme Gilets jaunes, je me retrouve avec une intelligence collective. Euh, Tu penses qu'il serait sain pour les politiques, au bout d'un moment, vu le temps que la crise a duré, de recevoir ces gilets jaunes vraiment et de dire on se met autour d'une table et on essaie de trouver un consensus, ou est-ce que ça te paraît impossible et même utopique? alors, moi, déjà, moi, quand il y a eu les Gilets jaunes, j'étais super intéressé par l'affaire et j'ai des souvenirs de débats sur LCI, sur BFM TV, ITV, etc. Et j'avais envie de bondir parce que quand on voit Routel Krief, ou c'est une des rares journalistes dont je connais le nom, ou les autres, qui parlent aux Gilets jaunes comme si c'était des demeurés, comme si c'était des petits-enfants, ah, t'as envie de prendre le rostart et d'aller là-bas et lui dire, mais attends, tu parles à qui? Pourquoi tu lui parles comme ça? Et en fait, il y a des codes. Moi, quand je suis passé dans Arrêt sur Image, le gars me demandait, c'était ma première télé, etc., me demandait d'expliquer en 2 minutes ce qu'il me faudrait 10 heures à expliquer, parce que c'est tellement complexe. Eh ben, quand j'ai été voir les commentaires, ah, oh, il n'est pas trader, ça doit être un usurpateur, etc., parce que j'ai pas les codes du trader. Je parle normalement, tu vois. Je suis pas là à utiliser des grandes phrases, Oui, oui, tout à fait. lyriques, etc. Ouais, je parle comme je parle et c'est voilà, c'est comme ça. S'il faut écrire, je vais faire des efforts. Je pense que si les gens vont sur mon blog et qu'ils lisent les billets, ils verront que le français est plus évolué parce que j'ai le temps et je prends mon temps. Mais quand on veut parler avec le cœur, ben, on parle comme on est. Et moi, je vais pas me changer. Je suis né dans une famille modeste. Et ben là, c'est pareil. C'est que il y a des codes. Il faut respecter les codes. Et c'est quoi les codes? C'est les petits-fils à papa du 16e, du 8e, du 5e. Allez, au mieux, les bobos du 20e ou du centre-ville d'Amiens ou de Bordeaux. Voilà ceux qu'on retrouve à la télé. C'est toujours les mêmes. C'est toujours des CSP+. Il faut avoir. Ouais. Et donc, on est tous un peu crispés quand on voit quelqu'un qui ne ressemble pas aux 90% des gens qui parlent à la télé. Il faut sortir de ça. Il faut laisser les gens parler comme ils veulent, faire des approximations, dire ce qu'ils pensent, même si c'est complètement faux parfois, mais il faut les laisser s'exprimer. Et je suis quasiment sûr que c'est pas par la télé qu'il faut y arriver. C'est pas la télé où on a 2 minutes pour s'exprimer, on est coupé par la publicité, il faut faire vite parce que les gens n'ont pas le temps de parler. Il faut les prendre, ces hommes politiques, et les prendre dans des réunions et essayer de lui faire passer le message. C'est-à-dire que voilà, nous, on a travaillé entre nous, on s'est consulté, il en est sorti un consensus, voilà le consensus. Et je te dis, j'ai parlé à 2 groupes de gilets jaunes, quoi, à 2 personnes qui étaient dans 2 groupes de gilets jaunes. Quand je vois le consensus qui en sort, Mm. euh, une personne en Corse, l'autre elle est au sud de Paris, je me dis, ils n'ont rien à voir. Et pourtant, c'est incroyable, c'est riche. Donc la richesse, elle est chez l'humain. Et il faut investir dans ça. Il faut qu'on change nos institutions. Il faut arrêter que Darmanin ou je sais pas comment il s'appelle, Bruno Le Maire ou Bruno Le Maire, Darmanin, oui, bien sûr, et qui alors sont pendant ministres de l'économie. moi je suis un fils d'émigré, il nous ramène Sibeth Diaye pour qu'on soit. Mais non, il faut arrêter. On s'en fout. Ouais. Il peut être d'origine nord-africaine ou africaine ou français ou du nord ou ch'ti. On s'en fout comment il parle. On s'en fout. Est-ce qu'il dit des vraies choses? Est-ce qu'il cherche l'équité, la justice, le partage, ou est-ce qu'il cherche à servir involontairement ou volontairement les intérêts économiques de gens divers et variés?
Et donc, c'est ça la vraie question. Et En fait, on parle souvent, les Gilets jaunes, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, ils parlent souvent de caste, d'oligarchie, de, de vraiment ce petit monde qui vit en vase clos et qui décide de nos vies au quotidien, quelque part, à nous le plus grand nombre, hein, parce que qu'on dise les Gilets jaunes, pour moi, enfin, je te donne un avis en tant que média, mais de ce que j'en ai vu en tout cas, et je suis assez légitime pour en parler, ce sont ni plus ni moins que des citoyens en colère qui, au bout d'un moment, indignés même, j'ai envie de dire, plus qu'en colère, et qui, au bout d'un moment, ont pris un gilet pour se donner la légitimité de pouvoir être des simples citoyens en colère. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que on aurait très bien pu ne pas avoir de gilet jaune et d'avoir des gens qui sortent en masse dans la rue. Là, on s'est retrouvé avec un symbole. Chaque révolution, d'ailleurs, finalement, dans l'histoire, a eu ses symboles. Mais là, tu comprends cette notion de, tu t'en parles finalement quelque part, cette notion de caste, d'oligarchie, ce qui entraîne d'ailleurs des notions de complotisme. Tu arrives à comprendre que les gens puissent avoir des raisons d'avoir peur de ceux qui nous dirigent, d'avoir peur de l'avenir, peuvent avoir peur de, comment dire, de la probité. Il n'y a plus de probité. La probité, on appelle ça l'honnêteté scrupuleuse. On ne va pas se mentir, on sait toutes et tous qu'il y a eu énormément d'affaires, notamment dans la Ve République, avec des détournements d'argent quand même assez importants, des gens qui auraient dû faire de la prison qui ne l'ont pas fait forcément, des affaires assez occultes dont on ne veut pas forcément parler parce que c'est tabou. Euh, Tu penses que c'est encore possible, cette intelligence collective dont tu parles, ou quelque part, au bout d'un moment, si on est aussi utopique que tu l'es, on arrive fatalement à un moment où on se dit il va y avoir une révolution, quoi. ben, j'en parle souvent, en fait, dans mes textes. J'ai j'ai l'intime conviction que la violence et la révolution n'apportent rien de bon. Voilà, tu prends par exemple 1789, ce qui a suivi 1789, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place, on a remplacé l'ancien régime par un nouveau régime. Et c'est quoi le nouveau régime? C'est dès 1800, Napoléon qui signe pour faire de la Banque de France une institution privée, alors que ça s'appelle Banque de France. Et bien sûr, il prend des parts, lui et sa famille, etc. Et en gros, c'est le nouveau régime qui est sorti de 1789. Donc, ça sert à rien de faire de la violence pendant, on va dire, une dizaine d'années pour qu'à la fin, on sorte un régime qui soit aussi pourri que l'ancien. Moi, ce qui me fait peur là, c'est dire qu'on fasse une révolution et on va massacrer les financiers, les banques centrales, les gens qui réfléchissent, etc., de la haute finance, et on va le remplacer par peut-être une dictature technologique. Et moi, ça me fait peur. Donc, la façon dont j'opère, moi, je me dis, c'est que il faut être patient et il faut faire passer le savoir. Moi, j'ai un peu de savoir, je n'en ai pas énormément, mais j'essaie de le passer le maximum possible. Et je me dis que si les gens, on leur donne le savoir, ils vont acquérir la conscience. Et c'est cette conscience-là dont je te parlais tout à l'heure que peu de gens ont. Mais si on arrive à la faire réveiller chacun de nous, cette conscience, eh ben, c'est énorme. Moi, tu sais, depuis que je suis sur Twitter, je communique au téléphone, en vidéo, avec énormément de gens. Et tu vois, et peut-être ces gens-là, au début, étaient mes ennemis, tu vois, parce que j'arrivais avec un discours qui les choquait. Ben maintenant, bah, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt de mon côté. Et c'est pas grave, je veux ni qu'ils soient de mon côté ni de l'autre, qu'ils avancent et qu'ils comprennent que c'est ni noir ni blanc. Et pour revenir à ta question, moi, que ce soit l'économie ou la politique, je le vois de la même façon. C'est-à-dire que c'est le côté un peu mathématicien qui ressort, tu sais, de l'abstraction. J'ai l'impression qu'on est tous des petites poussières là tout en bas, des petits nœuds, plus ou moins gros, tu vois. Ah, t'as ta maison payée, t'as ta petite Audi dehors, bon, t'as un petit nœud un peu plus haut que l'autre. Tu vois, l'autre il galère un peu plus, il galère pour remplir le frigo. Mais on est tous des petits nœuds et on a des maîtres. Donc c'est pour ça, moi, des fois, je pense à l'anarchisme. Je pense qu'il y a des côtés de l'anarchisme qui sont sympathiques. Attention quand je dis anarchisme, parce que les gens ont sali ce nom-là, je parle de la noblesse de l'anarchisme, c'est-à-dire qu'il faut créer des liens autour de nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait des maîtres surdominants sur lesquels nos réseaux de confiance convergent. C'est-à-dire qu'on est tous en bas, au lieu de se faire confiance les uns les autres, on fait confiance à des mecs qui sont tout en haut, et c'est des crapules. C'est des crapules qui peuvent être sympathiques,
qui nous donnent un petit RMI de temps en temps, une petite prime par là, qui permettent d'organiser la police par là, la banque qui organise la monnaie. Ah, sans monnaie, on peut pas vivre. Donc, c'est des crapules qui mélangent toujours le bien et le mal. Mais on est là et on est subjugué par eux. On les appelle l'élite, la caste, ce que tu veux. Mais en même temps, on fait tout pour que ça soit notre élite et notre caste. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas construit les liens de confiance au niveau local, avec ses proches, avec l'agriculteur, avec, ben, c'est pas grave, je vais aller chez le magasin du coin, l'artisan du coin, etc. Je vais payer un peu plus cher que la multinationale ou la grande surface, mais au moins, je vais tisser du lien. Et la prochaine fois, il va me donner des produits de mieux en mieux, etc. Donc, il faut casser ces liens face aux grands dominants. Et avec la politique, c'est pareil. Il faut sortir de la logique des partis politiques. Parce que quand tu es dans un parti politique, tu t'enfermes dans un dogme. Et je le vois, je discute beaucoup avec des gens. Alors, il y a des gens qui, au début, me connaissent pas. Et ils disent, oh, super, ces idées de gauche, etc. Et mon sens, etc. Hop, 2 secondes après, je défonce leur leader ou leur chouchou, etc. Et ils sont là, ils comprennent plus rien. Mais attends, il est fou, il est passé à l'extrême droite. Non, je suis mis de gauche à droite. Il y a du bon sens chez chacun de nous, tu vois. Il y a du bon sens chez chacun de nous. Et il n'y a pas une seule vérité. Par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a eu un appel pour libérer les pays pauvres de la dette. Moi, avant de faire de la finance, j'aurais signé avec les 4 pieds. Oui, les pays pauvres, il faut les libérer de la dette, etc. Tu vois, c'est exactement le penchant ou le symétrique de Hollande qui dit la finance c'est mon ennemi. Waouh, c'est magnifique, etc. Mais quand tu lis entre les lignes ce que ça veut dire de libérer de la dette les pays pauvres et que tu as travaillé dans la finance et que tu l'expliques, eh ben, les gens on se dit mais mince alors, qu'est-ce qu'on raconte nos leaders? Parce qu'en fait, quand tu libères les pays pauvres de la dette, tu rends le plus grand service qu'il puisse y avoir aux entités privées qui profitent de la dette privée sur ces pays-là. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que, imagine, toi et moi, on a prêté beaucoup d'argent à un mec. Et ce gars-là te dit, oh, je galère, je vais pas pouvoir payer, j'en peux plus, etc. Je pense que je vais lâcher mon boulot, je vais tout lâcher, je vais partir très très loin. Imagine, on lui a prêté chacun 10 000 euros. Et là, je me dis, mince, on a perdu chacun les 10 000 euros, gars. Il faut qu'il y en ait un de nous deux qui se désiste. Il va lâcher prise. La corde au cou, elle est trop forte. Il va s'étrangler. Normalement, ce qu'on doit faire, toi et moi, c'est dire, viens, on lui coupe la dette. Chacun, on lui dit, écoute, on te fait cadeau de 5 000 euros et toi et moi, on lui doit 5 000 euros. Tu ne nous dois plus que 5 000 euros, pardon. Et là, hop, il va peut-être se retrouver le soir et retravailler. Là, ce que proposent ces gens de gauche, parce qu'il y a le FMI et la Banque mondiale qui sont donc des organisations quasiment publiques, parce que c'est la France a des parts dans ces organisations-là. On endette les pays pauvres, mais aussi les multinationales, les banques privées, les hedge funds endettent aussi ces pays-là, ont des participations dans ces pays-là. Et au lieu de dire, ben, on va couper tous les deux de moitié la dette qu'on a envers eux, ils font porter sur les pays et donc sur les contribuables la dette de ces pays pauvres et ils libèrent les autres. Donc, pour revenir au cas, c'est comme si moi, je te dis, je me désiste et toi, il n'y a plus que lui qui te doit 10 000 euros, mais tu vas être aux anges. Tu comprends? Tu vas être aux anges. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu as compris cet exemple, mais Après, voilà. alors, moi, j'essaie toujours de me mettre à la place aussi des gens qui écoutent. Ce qui est important aussi que les gens comprennent bien, parce que toi, c'est une logique irréprochable, et pour moi, ça peut l'être aussi, mais on crée de la monnaie. C'est-à-dire que je prends l'exemple de 2008 ou même de ce qui se passe actuellement. On fait tourner les planches à billets. On a des dettes, mais quelque part, on réinjecte encore plus de billets dans l'économie. On rajoute encore de la dette sur la dette. Est-ce qu'au bout d'un moment, finalement, beaucoup parlent de gens, j'ai entendu plusieurs scénarios, hein, l'annulation de la dette, la patronne potentielle de la Fed qui parle, elle, de retour à l'étalon or, c'est-à-dire, tu pourras d'ailleurs en parler mieux que moi, mais
Est-ce que quelque part, on n'est pas devenu dans un système qui nous échappe complètement et où finalement les puissances, ça les arrange bien? Est-ce que c'est pas un garde-fou pour eux justement euh, j'allais terminer en te demandant si tu pensais que l'explosion du système actuel était possible et quel modèle pour demain. Donc ça me permet de rebondir sur cette question-là. Mais est-ce que tu penses que justement ils n'ont pas intérêt à ce qu'on parle d'effacement de dette et que on continue dans ce qui nous mène, à mon sens, à notre perte, aussi bien écologiquement qu'humainement. Tu parles de bon sens, on l'a perdu depuis longtemps. L'être humain a perdu son bon sens quelque part. Ne serait-ce que le Covid, on te parle de virus qui a pu être manipulé, on te parle de complot, les Chinois sont accusés par les Américains accusent les Chinois, etc. Enfin, le commun des mortels, encore une fois, il est là dans sa petite vie de tous les jours, ça le dépasse complètement. Est-ce que tu penses finalement qu'on n'est pas dans une bulle qui à tout moment pourrait éclater, mais qu'elle éclatera pas parce que justement les gens ont trop verrouillé la chose, quoi. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ouais, c'est très clair. Alors, tu sais, je t'ai dit, moi, j'ai fait un voyage dans le temps et je suis arrivé quasiment, je me suis arrêté à l'usure. C'est-à-dire que ce soit Aristote ou après les trois monothéismes, c'est-à-dire les trois livres, sont très, très, très durs envers l'usure. C'est limite central dans ces livres-là. Et donc, tu vois, nous, quand on entend parler de religion à la télé, c'est pour parler d'islam, de PMA, de voile, vraiment des sujets. Il y en a qui sont pas importants, hein, mais comparé à ce qui se passe, c'est vraiment des petits sujets, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que plus on en parle, et ils se nourrissent d'eux-mêmes, en fait, les extrêmes. C'est-à-dire que je, je pense que si on n'avait pas du tout parlé d'islam, il y aurait beaucoup moins de voilés dans les rues. Le fait d'en parler, les gens se renseignent, Ouais, regardent, ouais, tout à etc. fait. Et ça, j'en peux plus de ces débats-là, parce que le débat est ailleurs, en fait. C'est que l'usure, c'est un outil seulement. Et qu'est-ce qui permet cet outil, qui est l'usure, qui a été donc dénoncé par tout le monde, par Aristote et toutes les religions, et beaucoup de penseurs? Il permet de nourrir la cupidité. C'est-à-dire que l'usure permet quelque chose qui est complètement utopique et irréel, c'est d'accumuler tellement de richesses que tu peux atteindre la richesse infinie. C'est exactement ce que fait Bernard Arnault. C'est-à-dire que le gars a accumulé tellement de richesses Mm. qu'on en est limite à croire, et je pense lui plus que nous, que d'une baguette magique, il va pouvoir transformer cette richesse infinie en vie éternelle. Et en fait, c'est dans les derniers mois, là, dans les 6 ou dans la dernière année que j'ai compris ça. C'est que ce que je comprenais pas, moi, des gens qui veulent constamment. Attention, il y a des pauvres qui sont comme ça, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas eu la chance de Mm. Bernard Arnault. C'est que le fait qu'ils veulent de gagner de l'argent infini, c'est qu'ils ont un problème avec la mort. Ils ne regardent pas la mort en face. OK? Et c'est leur moyen, eux, de se prouver qu'ils peuvent combattre la mort. OK? Et ce qui est marrant avec le Covid, c'est que le Covid, en fait, nous a ramenés face à la mort. C'est-à-dire Ouais. qu'on a complètement oublié cette notion-là. On pensait que ça allait venir dans très très longtemps. Et d'un seul coup, on entend les morts à la télé, on a peur on a peur pour ses proches, pour sa maman, etc. Et il nous a ramenés face à cette mort et je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements de mentalité. Mais ce qui est marrant, c'est que le Covid, tu sais, je m'en fous complètement, moi, du Covid, hein. Je pense que c'est c'est une étincelle, rien d'autre. Donc, le Covid a permis à des gens de remettre en question leur vie. Et qui se sont dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était quoi ma vie? J'étais comme un petit hamster dans une roulotte là, et d'un seul coup, ça s'est arrêté, et le gars a enfin le temps de réfléchir. Et quand il a le temps de réfléchir, il se dit, mais c'est quoi ma vie en fait? Je commence ma vie, je me marie, il faut que je mette de côté et il faut que je prenne un crédit sur 30 ans pour acheter un appartement. Après, il faut que je remplisse cet appartement, il faut que j'achète la télé, il faut que je me déplace au boulot avec une voiture, donc je reprends des crédits, etc. Donc constamment, il est dans le crédit. Après, il faut des crédits pour les enfants, pour l'école, pour les cours sup, pour le foot, etc. Et on se rend compte que notre vie, en fait, c'est constamment, on court après les crédits.
Et les crédits, en fait, c'est le penchant, c'est l'autre versant de la dette. Le crédit ou la dette, c'est la même chose. Et personne ne se pose la question, mais en fait, pourquoi il y a autant de crédits, autant de dettes? Qui a décidé, à quel moment on a décidé que la monnaie, ça devienne de la dette? Et je pense que c'est des questions, il y a 2, 3 ans, très peu de gens se les posaient. Et c'est vraiment des gens qui ont décidé de sortir la tête de l'eau et dire, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la monnaie est de la dette? Ben, c'est très simple, parce que plus il y a de dettes, jusqu'en 2008, plus il y a de dettes, eh ben, plus il y a des intérêts. Et plus il y a des intérêts, qui profitent des intérêts? C'est les banquiers. Mais après, il y a un autre système pervers qui suit ça, c'est que les banquiers, quand ils ont endetté les gens, bah, ils ont endetté aussi des industriels, des commerçants, etc. Et ces commerçants doivent battre quoi? Ils doivent battre les intérêts. Donc, ils doivent avoir des sociétés profitables, des entreprises profitables et des activités profitables qui battent l'intérêt du banquier. Donc, s'il faut faire des raccourcis, faire travailler plus le salarié, mettre des produits un peu moins sains dans la nourriture si tu es restaurateur, s'il faut utiliser un shampoing un peu plus toxique parce qu'il coûte un peu moins cher, etc. Bah, constamment, il y a une surenchère pour avoir du profit, non pas seulement pour vivre, mais aussi pour battre le crédit du banquier. Et on est arrivé en 2008 à une connerie monumentale où l'usure, c'est-à-dire les intérêts bancaires, sucraient 20% de la richesse créée en France, 20% du PIB. C'est des chiffres de Natixis, ça. Je les mets souvent dans mes blogs ou sur Twitter. Et donc, par exemple, à titre juste d'information, en 2019, le PNB des banques, c'est-à-dire ce qu'ils arrivent à prendre en recettes, c'est avant les coûts, c'est 160 milliards d'euros. Donc, c'est immense. C'est 3 fois le budget de l'éducation nationale ou 3 fois le budget de l'hôpital public. C'est-à-dire, ils sont que 360 000. C'est-à-dire qu'on a 360 000 gars. Ils prennent 3 fois plus que 1,2 million de professeurs ou quoi, de gens qui travaillent dans l'éducation nationale ou des salariés de l'hôpital public. Voilà dans quel monde on vit. Et on a vécu pour eux et c'est pour ça qu'on est dans cette course contre la dette. Mais qui dit course contre la dette? C'est une course, en fait, c'est un château de cartes qui se crée. Il ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on est constamment pris dans un ascenseur qui va de plus en plus vite et qui monte de plus en plus vite. En 2008, cet ascenseur a chauffé, il a pété et on est tombé violemment. OK? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu une main qui a tenu cet ascenseur, qui a évité qu'il se casse la gueule. Cette main, c'est la main de l'État, au nom de nous tous. C'est-à-dire qu'au nom de nous tous, l'État, Sarkozy, a décidé de sauver les banques. Ouais. Voilà. Si on ne sauve pas les banques, on va avoir du chômage de masse, les épargnants vont perdre tout leur argent et on va avoir du désordre. Donc, ils ont Quelque part, sauvé la... on leur a donné le pouvoir à ce moment-là aux banques. Ah oui, alors, il l'avait avant. Alors avant, il l'avait seulement par le crédit avec intérêt. C'est-à-dire que la monnaie n'existe que parce que quelqu'un est parti faire un crédit. Sinon, la monnaie n'existerait pas. À 95%, elle n'existe que parce que quelqu'un a été à la banque dire je veux cette voiture, cette maison. Ou une entreprise qui dit je veux m'acheter ce commercial, ce commerce, etc. Donc, il n'existe que par le crédit. Donc, Sarkozy, à ce moment-là, il a sauvé les banques, et d'autres gens sur la planète, d'autres présidents, etc., ont sauvé les banques parce qu'ils ont eu peur que ça pète sous eux. Et ils voulaient que ça pète plus tard, parce qu'ils le savaient que ça allait péter plus tard. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? La finance qu'on a sauvée et les banques qu'on a sauvées a attaqué la main qui l'a sauvée, la main de l'État. Bon, tu te rends compte, c'est-à-dire que on a explosé parce que des gens ont décidé par le crédit avec intérêt de prendre en intérêt 20% de richesse de la sueur des gens. On les a sauvés avec notre argent à nous, c'est-à-dire avec l'argent de l'État, qu'on a payé après. Hein. Les gilets jaunes, toutes nuits debout, les retraites, c'est ça, hein, c'est l'austérité, c'est lié à ça. On les a sauvés. Et qu'est-ce qu'a fait la... Sans stigmatiser, mais c'est un peu, sans raccourcir plutôt, c'est un peu une privatisation des pertes et une nationalisation des pertes, partons, et une privatisation des profits pour les banques à ce moment-là. C'est une constante de la finance, ça. Tu le trouves même au niveau d'un trader. Hein. Si un trader fait beaucoup d'argent, il va toucher un bonus. S'il perd 100 millions, comme j'en connais, et que j'en ai connu dans ma carrière, et il sort de la banque, il trouve du boulot en 2 secondes, il n'a rien perdu. C'est la banque qui perd. Et c'est ses collègues
qui vont pas toucher de bonus, etc. C'est pas la fin du monde. Mais c'est partout pareil. Et il y a un biais dans la finance où tu peux que gagner, tu peux pas perdre. Dans l'économie, ceux qui mènent le monde, ils peuvent que gagner, ils peuvent pas perdre. Quelqu'un comme Drahi qui emprunte 50 milliards, qui a maintenant 7 milliards de richesse, si demain Altis fait faillite, il a toujours ses 7 milliards. Ouais. Le gars n'a pas un seul copec. Il est parti, il n'a fait que des dettes, que des crédits. Et ce gars a compris, il est fort quand même pour comprendre le système. Il n'est pas le seul à l'avoir compris. Hein. Et d'autres l'ont compris et ne veulent pas faire la même chose que lui. Il a compris que quand tu prends un crédit, c'est une mutualisation en fait. C'est quoi un crédit? C'est rien de plus ni moins que une part de la richesse future créée par la société française. Lui dit juste, moi, je veux ce crédit-là et j'en prends la responsabilité. Mais en fait, il prend que dalle comme responsabilité. C'est la société qui prend la responsabilité. Lui, il touche les salaires, les bonus, les dividendes, etc. Et si la société fait faillite, ces bonus, ces dividendes, etc. ne sont pas perdus. Ils sont toujours là. Donc lui, il va se retrouver toujours riche de 7 milliards. Mais la société, elle ira à la cave. Bon, peut-être qu'il va perdre quelques titres, etc. Mais voilà, en gros, tu peux te créer une richesse que grâce au crédit. Et d'ailleurs, si on reprend tous les milliardaires, tu prends Arnaud ou qui que ce soit, au début, soit il y a eu des subventions, ou soit il y a eu des subventions et du crédit. Et souvent du crédit par des banques qui étaient nationalisées. C'est-à-dire, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il n'y a pas. Si on ne change pas le fond du système, on ne changera jamais. Et le fond du système, c'est de changer cette idée que des gens ont le droit d'emprunter 50 milliards d'euros, alors que le gars qui a une galère dans le mois, qui est pour quelque temps dans le rouge, il va se retrouver avec un impayé de 15 euros sur une facture de téléphone, il va se retrouver à payer 80 euros. C'est une injustice énorme, énorme. Et ça, en fait, ça, c'est le fond de la frustration. Et les gens ont du mal à l'exprimer. Eux, ce qu'ils voient, c'est ouais, j'ai perdu du pouvoir d'achat. Je vais te donner une autre façon des gilets jaunes, comment ils perdent leur pouvoir d'achat par le crédit, qui est de la monnaie, en fait. C'est que les banquiers sont devenus de plus en plus feignants. T'as un gars, il arrive, un petit jeune, oui, j'ai un super projet, je veux faire ci, je veux faire ça, sur 5 ans, je vais gagner tant et pro. Un casse-tête de folie, etc. Et il va emprunter 50 000 euros. T'as un ménage qui vient juste derrière lui. Ouais, alors ça fait 15 ans qu'on a mis de côté, qu'on court après l'immobilier, on aimerait bien. Bah là, on est arrivé à 40 ans, on touche chacun à peu près 10 000 euros par mois. On aimerait bien emprunter à peu près 400, 500 000 euros pour acheter 2 pièces à Paris, dans le 20e. Voilà où on en est, tu vois. Bah, le banquier, il se dit, j'ai 500 000 euros bloqués sur 20 ans avec 1 ou 2 ou 3% d'intérêt. Ce gars-là, dans les années 2000, c'était plutôt du 4-5. Et l'autre jeune, qu'est-ce que je vais me casser à la tête? Il veut que 50 000. C'est le même temps, ça va prendre le même temps en termes de dossier. Et ben, ils sont de plus en plus tournés vers l'immobilier, vers les crédits à l'immobilier. Maintenant, le crédit à l'immobilier, que ce soit des ménages ou des entreprises, c'est 60% des crédits, c'est 60% de la richesse créée. Tout à fait, C'est énorme, et c'est ça qui crée les bulles. C'est là qu'on injecte justement ce que je disais de l'argent dans l'économie, quand tu produis du prêt immobilier. Voilà, mais quand ça va dans le neuf, encore, on est content. Quand ça va dans la rénovation, ça fait pas marcher les petits entrepreneurs, les artisans, on est content. Mais énormément de cette masse va dans de l'immobilier ancien et ça rapporte rien, si ce n'est créer de la bulle. Et donc, quand tu crées de la bulle, les loyers augmentent. Et c'est qui se fait avoir dans l'histoire? Ben, c'est ceux qui ne sont pas rentrés dans l'échelle de l'immobilier. Et c'est qui? C'est les jeunesses. C'est les gens qui ont voulu garder leur liberté, qui se sont dit non, l'immobilier est trop cher, j'ai pas envie d'être m'endetter sur 30 ans, je veux être peinard. Ben, ces gars-là se sont fait avoir par des cons qui sont mis à s'endetter et à s'endetter en leur nom pour leur louer les appartements. Et ça, c'est une injustice énorme. Et on ne devrait pas la permettre. On devrait réduire ce crédit alloué aux gens et leur dire vous avez le droit que pour votre résidence principale. Vous n'êtes pas là pour vous endetter sur 30 ans au nom de quelqu'un d'autre pour lui faire payer des loyers et participer à la bulle immobilière. Et ce gars, c'est le jeune qui va payer à la fin. Et le jeune, quand il arrive, il voit que son seul espoir, c'est dans 20 ans d'avoir un 20 mètres carrés à Paris. S'il est parisien, il va perdre un peu espoir et il va s'énerver, tu vois. Et donc, on a créé, jusqu'en 2008, un énorme château de cartes qui est tombé. On s'est fait réattaquer par la finance. Les États se sont fait attaquer par la finance. Et à ce moment-là, il fallait agir. Et à chaque fois qu'ils trouvent quelque chose, ces gens-là,
chaque fois qu'ils trouvent une solution, quand je dis ces gens-là, c'est les gens de la finance, de la haute finance, c'est-à-dire, vraiment, je ne parle pas de moi, je suis un tocard à côté d'eux. Je parle de la garde, tu vois, même dans une banque, je parle du PDG, pas plus bas. Chaque fois qu'ils trouvent une solution, la solution est pire que le mal qu'il y avait. C'est qu'à un moment, il fallait juste purger le mal, et c'est tout. Tant qu'on ne purge pas le mal, la dette, c'est-à-dire la casse sociale qu'il va y avoir, on la repousse au futur et elle sera encore plus grave. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont décidé de printer de l'argent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à prendre assez d'oseille en intérêt. Donc, ils sont passés de 20% à 7% en intérêt. Et donc, ils ont des coûts, hein, messieurs, tu vois, ne leur baisse pas leur bonus, etc. Facilement. Donc, ils ont des coûts. Et ils se sont dit, bah, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à créer du crédit. Et de toute façon, il n'y a plus de croissance possible. Les gens, ça y est, ils ont déjà 4 iPhones, 2 télés, 2 voitures. On a poussé l'immobilier au maximum. Au maximum, il faut printer. Il faut printer de l'argent. Et donc, l'usure a pris une autre image, c'est le print, qui est une fraude pour moi. Je le dis, c'est une fraude. Pourquoi? Parce que dès que tu printes de l'argent, il faut comprendre, tout l'argent qui existe, c'est la sueur de quelqu'un et la dette de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Donc, dès que tu imprimes, dès que tu crées de l'argent, excuse-moi, j'ai dit printer, j'aurais pas dû. Dès que tu imprimes de l'argent, dès que tu crées de l'argent de nulle part, tu tires sur la masse. Et si tu tires sur la masse, tu tires sur la sueur et la dette des gens. OK? Maintenant, une fois que tu as tiré sur la masse, allez, on va dire que tu as le droit de le faire. Mais comment tu vas distribuer cet argent? Eh bien, cet argent est distribué entre un État complice et une finance qui est aux manettes. Et qui paye? Eh ben, les classes moyennes. Bien sûr. Et qui paye aussi tous les citoyens par la hausse des impôts et la hausse des taxes, mais aussi, parce qu'ils peuvent te dire, ah, on va pas augmenter la hausse des impôts et la hausse des taxes, il n'y a pas de magie dans la vie. S'ils n'augmentent pas les impôts, ils n'augmentent pas les taxes, ils vont baisser les services publics. Donc, ils vont baisser les effectifs de police, baisser l'hôpital public, l'éducation nationale. On va tous chuter vers le bas. Pourquoi? Pour qu'une minorité se maintienne et continue à avoir son rythme de vie inchangé. Et ça, il faut vraiment être bête, mais vraiment, hein, pour croire que ça va durer. Ça ne peut pas durer. Allez, ça va durer 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et plus on va attendre, et plus. Bien sûr. Voilà, je vais dire un truc que je n'ose pas écrire sur Twitter, je vais le dire à toi. Tu sais, je vois je sais pas si tu as vu au Minnesota un flic qui se croit vraiment au-dessus de tout le monde et qui a mis son genou sur le cou d'un citoyen américain. Et donc là, il commence à avoir un peu de révolte. C'est ce genre d'événement qui peut faire exploser le château de cartes. En 14, on était dans un cycle du capitalisme qui était immense. Qui aurait pu croire que c'est l'archiduc autrichien là, qui est assassiné à Sarajevo, qui aurait déclenché la Première Guerre mondiale, qui a fait énormément de morts? Qui aurait pu croire ça? Personne. Qui aurait pu croire qu'un petit virus venu de Chine allait éclater la bulle financière? Personne. Ce sont que des prétextes. Maintenant, un événement comme ce qui s'est passé à Minnesota, ou un autre, peut-être celui-là, il va se régler, ou un autre qui va se passer en France, peut vraiment mettre le feu à la poudrière. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, nos amis des élites et des médias? C'est de la faute du virus, c'est de la faute du racisme. C'est le petit blanc, il aurait jamais dû mettre son pied. Tu comprends? Ils vont mettre la faute sur des épis, sur vraiment des petits événements. Et tu vois ce que je veux dire? Que là, tu colles à l'actualité, notamment, on polémique pas mal actuellement sur les propos de Camélia Jordana, qui a donc déclaré chez Ruquier que finalement, quand on était habitant en banlieue, on partait le matin travailler, on était massacré par les forces de l'ordre. Bon, après, c'est ces propos. Moi, je pense que c'est exagéré de dire que tous les gens de banlieue, quand ils partent le matin bosser, ils sont massacrés. Je ne pense pas que ce soit vrai. Par contre, elle pointe effectivement des maux de la société qui paraissent presque évidents. Et tu parlais de bon sens, mais on pourrait aussi parler de mauvaise foi de temps en temps, ça ferait pas de mal. On ne peut pas nier certains délits de faciès chez les policiers. Ça serait absurde au bout d'un moment de le nier. On ne peut pas nier qu'il y ait eu des violences policières parce qu'on a tous vu les images.
et sans prendre parti. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut absolument être pour tel ou tel euh, clan, comme dirait le préfet de police l'allemand d'ailleurs, hein, qui dit on n'est pas du même camp et que pour pouvoir dire des choses en France, il faut s'identifier comme étant et que on perd cette notion de bon sens. On peut pas, il y a certaines choses que tu ne peux plus justifier. Et là, tu mets l'accent sur quelque chose qui est peut-être en train de nous arriver plus sournoisement en France parce que effectivement on débat, on ne sait plus débattre en France. On accuse beaucoup, mais on ne sait plus débattre, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et est-ce que tu penses que justement, là, tu parles de cet Afro-Américain qui a été étranglé en plus dans des conditions horribles. Il a été filmé pendant de longues minutes avec un policier complètement impassible, froid, qui avait perdu toute humanité à ce moment-là, qui lui maintient le genou. C'est des images absolument horribles. Mais quand on regarde certaines violences qui ont pu être perpétrées en France, n'oublions pas qu'il y a eu des morts quand même. Je pense à Zineb Redouane, qui est morte alors qu'elle était à la fenêtre. Elle n'était pas en train de manifester. Ça aurait pu être la bulle dont tu parles, là, cet éclatement de bulle à ce moment-là. Ça s'est toujours pas produit. Est-ce que, voilà, par rapport à ce que tu es en train de dire, ma question, c'est de dire, finalement, est-ce que on se réfère beaucoup à l'histoire, mais est-ce que tu penses que peut-être que notre futur et notre présent n'est plus compatible avec, enfin compatible, n'est plus comparable avec ce qui se faisait avant, parce que peut-être que les gens se sont résignés quelque part. Il y a des gens qui crient plus fort que d'autres, qu'on entend, qu'on voit, mais il n'y a pas non plus toutes les stars, les gens connus. Tu parlais de footballeurs, de monde de la finance, des acteurs, des chanteurs. Je pense qu'il y aurait eu des Balavoine ou des Coluche à notre époque, on aurait certainement entendu beaucoup plus de gens dans les médias s'offusquer qu'aujourd'hui, finalement, à part un Bigard qui se fait appeler par Macron et qu'on apprend qui veut se présenter pour 2022 ou qui pourrait potentiellement entrer dans le gouvernement. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas excuse-moi, je vais employer un terme très fort, mais une perversion des esprits qui est telle qu'aujourd'hui, ce que tu dis, finalement, ça n'arrivera jamais? Non, moi j'ai toujours espoir. Mais pour revenir à la France, et tu m'avais posé la question au départ, en fait, la France a un problème avec la vérité. Parce que dès que tu vas parler de façon mesurée et dire des choses que tu penses être vraies, personne n'a de la vérité. Tu l'as que selon les prismes que tu as. Tu vas intéresser personne. On est dans une société du clash. C'est pour ça que tu as telle politique contre telle politique, ça clash, ça parle sur Twitter. Moi, dès que je vois quelqu'un qui essaye de clasher trop sur Twitter, hop, et qu'il ne fait pas avancer le débat, il est juste dans le clash de la personne, hop, je le coupe. Directement, je le bloque. Mais on ne peut pas faire ça à la télé. À la télé, c'est eux qui ont les armes. C'est-à-dire que c'est la télé qui va créer le consentement, qui va décider comment chacun de nous allons penser. Donc, bien sûr qu'ils vont ramener un Tariq Ramadan face à un Valls ou face à un Sarkozy à l'époque, plutôt. C'était Sarkozy à l'époque. Voilà, ça va clasher, ils vont aimer ça. Ils vont ramener un Zemmour face à, comment il s'appelle, Yassine Benattar. Voilà. Donc, ils vont être dans la polarisation, dans le clash. Et non pas dans le consentement et non pas dans le consensus. Pardon, non pas dans le consensus. Donc, je vois tout à fait ce qu'elle a voulu dire Camélia Jordana, mais ça ne sert pas le débat. Il faut être dans la mesure. Le problème, c'est que si elle avait été dans la mesure, jamais de la vie on a entendu ce qu'elle a dit. Il y a une certaine perversion, et c'est peut-être cette perversion-là dont tu parles. Mais il ne faut pas tomber dedans. Si tu veux sortir par le haut, il faut être patient. Il faut constamment que tu dises la vérité. Constamment. Et il ne faut pas aller clasher. Il ne faut pas faire des raccourcis avec la vérité. Tu vas prendre en reconnaissance, tu vas gagner du clic, des RT, etc. C'est mauvais. Il faut être patient. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, pendant 2016, milieu 2016 jusqu'à janvier, je faisais 10 RT max par tweet. Bah non, je suis resté. Je suis resté sur ma ligne de conduite. Là, le moindre tweet, des fois, c'est 500. Ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse. Là, je crois que sur les 10 derniers, il y a à peu près une moyenne autour de 300, 350. 30 000 vues par tweet, 400 000 sur la journée. Je regarde même plus parce que ça me dépasse.
il faut être constant. Et il faut se battre pour la vérité. Et c'est pas grave. Il vaut mieux dire une vérité à 3 personnes que de dire quelque chose de faux et comment on appelle ça? Travailler sur tu sais, l'aigreur des gens, sur leur passion, vraiment travailler sur leur passion, les faire sortir de leur gond et leur dire n'importe quoi. Il faut pas faire ça. Il faut constamment être dans la vérité, dans la mesure, et de temps en temps, tu as le droit à une petite gueulante, dire mais attendez, mais c'est vraiment injuste, c'est inéquitable, etc. Ou encore mieux, juste poser des questions. Moi, constamment, je dis voilà, il y a ça et ça, mais vous en pensez quoi, les gars? On fait quoi? Vous trouvez ça normal? Et tu pousses les gens à réfléchir. Et ce qu'il Ouais. faut, c'est vraiment apporter de la connaissance aux gens. Et c'est pas excuse-moi, hein, elle est très gentille, mais c'est pas à elle de ramener ces sujets-là. Il y a des sociologues qui sont bien plus à des meilleurs niveaux qu'elle ou Oui, que de moi, et c'est à eux d'en parler. oui. Et c'est à eux d'en parler, c'est à eux de ramener des solutions. Mais c'est clair qu'il y a un problème. Et alors, tu sais, tu vas dire, je suis parano, mais moi, je lis tout à la finance, à l'usure, au crédit, etc. Depuis quand, en France, les policiers ont carte blanche pour taper sur n'importe qui? Tu vois, quand ils tapent sur les gilets jaunes, ils tapent sur les retraités, sur les avocats, ils ont tapé sur des avocats. Donc, il n'y a pas de, on peut pas parler de racisme là. On peut pas parler de Ah, on délit. est passé à un cran qu'on n'avait jamais vu en France, hein, faut être clair. Pourquoi? On touchait pas un avocat avant en France. Parce qu'ils ont Comme tu carte, ne tapais pas un pompier, comme tu ne tapais pas une infirmière, voilà, ben, clairement. ils ont carte blanche parce que pourquoi? Parce que le système bancaire, le système financier est à risque. Et Macron, consciemment ou inconsciemment, je suis pas là à être dans sa tête. Peut-être que le gars est naïf, etc. Il croit vraiment en sa mission, son projet, comme il a crié, etc. C'est peut-être qu'il le pense vraiment et je suis pas là pour le juger. Mais ce gars-là, il a été mis là pour protéger le système. Tu vois, pour saupoudrer quelques milliards à droite, à gauche, pour calmer quelques gilets jaunes qu'on n'a plus revus d'ailleurs. Comme quoi, ça coûte pas très cher l'indignation des fois. Je parle pas de ceux qui ont continué et qui sont restés Hmm. droit dans leur bois et qui ont eu l'esprit de changer de société, mais ceux qui étaient vraiment pour la prime à 500 ou 500 euros près. Après, on n'est pas là pour les juger. Mais voilà, le gars a compris qu'il pouvait acheter par des primes des policiers, il pouvait acheter par des petites primettes quelques gilets jaunes et il a gagné un peu de temps. Il a juste gagné du temps parce que ça va revenir là les problèmes. Et donc pour en revenir au problème de, tu me disais comment on peut sortir de tout ça. Moi je vois qu'une seule sortie. Et sérieusement, elle est utopique, mais dans le papier, même pour la mettre en place, elle est pas si utopique que ça, elle est pas si compliquée à faire que ça. Et elle demande juste un tout petit peu de jugeote et d'équité. Et je vais essayer de l'expliquer pour terminer là, parce que ça fait longtemps que je t'ai gardé là. La monnaie, c'est que de la dette, ok? Et ça, c'est un problème. Parce que quand la monnaie, c'est que de la dette, à un moment, les gens, en fait, ils sont pris dans le stress, dans la culpabilité de devoir rembourser constamment leurs dettes. Et ils sont pris aussi dans les problèmes. Et il suffit que l'activité baisse un peu et on se retrouve d'un seul coup dans d'autres problèmes encore plus gros. Alors, la solution des politiques, c'est de dire, mais attendez, la dette, c'est rien, on va en mettre plus et on va mal la distribuer. Un gros paquet pour la finance, un paquet pour l'État, un paquet pour. Tu as parlé de Renault, qui est un scandale. Bon, dommage, on ne peut pas en parler, mais qui est un scandale incroyable. Air France, etc. Et voilà, ils saupoudrent et saupoudrent, mais par plus de dettes. Donc, c'est comme s'il y avait le feu, mais on met encore plus de feu pour éteindre le feu. Mais est-ce que qui y croit? Personne ne peut y croire. Alors, le moyen de sortir, c'est de dire, ben, petit à petit, on va dire que l'économie, c'est un corps humain, et la monnaie, c'est le sang qui tourne dans le corps humain. Ce sang-là est cancéreux. Il a un cancer. Et c'est quoi le cancer? C'est que la monnaie et la dette ont été mariées ensemble. Donc la monnaie, c'est super. On ne peut pas vivre sans monnaie, sans s'échanger des biens et des services grâce à la monnaie. Mais la dette, c'est mal. La dette, c'est des problèmes. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire une dialyse. Moi, je suis contre les solutions brutales. Ce qu'il faut, c'est faire une dialyse. C'est-à-dire qu'on a 100% de monnaie qui est de la monnaie crédit. Chaque année, on va en enlever 5% et on va la remplacer par de la monnaie libre de dette. C'est quoi de la monnaie libre de dette? C'est de la monnaie émise directement par la Banque centrale. Je dis exprès Banque centrale pour pas dire Banque centrale européenne.
parce que, à mon avis, ça risque d'arriver plus tard, dans quelques années, par une banque centrale française, donc souveraine. Donc c'est l'idée, c'est d'injecter dans l'économie une monnaie libre de dette, créée par la banque centrale et distribuée équitablement à tous les Français. Une sorte de mini revenu universel. D'après mes calculs, ça fait à peu près, si tu veux, à peu près donner 2,5% à l'État et 2,5% aux gens de cette monnaie-là, pour que l'État respire et qu'il fasse des projets pour l'hôpital, l'éducation, etc. Pour que les gens respirent, c'est en gros 150 euros par mois, ce qui est pas, tu vois, c'est pas non plus énorme, par mois et par personne du ménage. C'est-à-dire que si tu as 2 enfants et 2 adultes, ça fait 600 euros par mois. Voilà. On injecte cette monnaie. Mais pour pas qu'il y ait de l'inflation, parce que c'est ça qui fait peur aux épargnants, et c'est eux en fait qui sont les arbitres de ce système, c'est les épargnants, c'est pas les usuriers. Les usuriers, ils travaillent l'argent des épargnants, ils sont de mèche, mais ceux qui ont vraiment le contrôle in fine, c'est les épargnants. Et eux risquent d'être les victimes s'ils agissent pas. Pour pas qu'il y ait d'inflation, c'est-à-dire de hausse des prix qui soit mauvaise pour les épargnants, il faudrait faire en sorte que ces 5% qui sont créés, qui sont distribués à l'État pour moitié et aux gens pour moitié, eh ben, on les réduit, on réduise les crédits qui sont donnés à l'immobilier. OK? Et qu'on dise, ben, on va faire dégonfler le crédit à l'immobilier grâce à cette création monétaire qui est saine. Est-ce que tu comprends? Et donc, Oui, si on réduit le crédit à l'immobilier, on ne le réduit pas pour la résidence principale. On réduit pour le gars qui a 5 Airbnb à Saint-Thé ou à Bordeaux ou je sais pas où, ou à Lille. On le réduit au gars qui achète sa 4e maison parce que voilà, il sait que c'est cher et les gens n'ont pas accès au crédit, il va le louer. On le réduit à ces gars-là. Et petit à petit, on assainit de plus en plus le système monétaire par cet argent injecté qui est libre de dette. Et là, je pense que le jeu sera simple. Les gars, maintenant, voilà, l'argent est libre de dette. Venez, on se bat dans les règles et gentiment pour en avoir le plus ou l'échanger le maximum. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on revient limite à ce que tu parlais. On n'a pas besoin d'or. Ça, c'est l'équivalent de l'étalon or. C'est de l'argent qui est fini, libre de dette. Et quand moi, je vais payer mon boulanger avec ce 1 euro, ni moi ni lui avons pris une dette. C'est que moi, je l'ai gagné par ma sueur, je l'ai rendu par sa sueur. Et, voilà. Et là, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et je ne comprends pas parce que tu vois, le seul truc à qui ça va faire du mal, ce que je raconte, c'est aux banquiers. C'est seulement à eux. Et à cause d'une minorité, que j'appelle les fraudeurs d'ailleurs, les grands banquiers. Je parle même pas du boss d'une salle de marché. Je parle des grands banquiers centraux et même au-dessus. Eux, c'est les seuls. À cause d'une minorité, on va tous payer. Et je crois, moi, la violence, c'est pas une solution. Voilà une solution qui est propre et qui est réfléchie et qui doit être, à laquelle les gens doivent adhérer. Mais moi, je suis qui? Je suis rien. Il faut que cette. Pourquoi on va conclure parce qu'effectivement, normalement, je fais des formats courts et je suis toujours très à cheval, mais c'est passionnant, réellement. J'ai envie de te poser cette question avant qu'on se quitte. T'as jamais pensé à te lancer en politique, à te présenter à parce que quelque part, Ouais, la l'économie, c'est de finance, la politique. tu Ouais, il faut que tu proposes comprennes. une solution. La finance, c'est peut-être le cancer qui ronge la France actuellement. Tu Mmh. as du recul, tu as l'expérience, tu as une vision des choses, tu as aussi ta propre histoire, tu as aussi des origines qui sont que tu fais valoir, mais dignement. Tu te revendiques français, mais tu regardes aussi ce que tu étais avant. T'as jamais pensé à pourquoi tu te lances pas? Alors, premièrement, parce qu'il y a des codes dans la politique et je peux pas en avoir. Moi, je peux pas travailler pour un parti politique, par exemple. Je peux pas aller et dire ah ben je m'enferme dans cette dogme-là, ces idées-là, et je peux pas en sortir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Macron, excuse-moi, je te coupe. Macron, il a créé En Marche en moins de 18 mois. Et ça a été fulgurant en l'espace de 12 mois. Clairement, ça lui a suffi pour faire une campagne lui, fulgurante et être élu. alors, le deuxième point, tu vas comprendre. Macron, il est intelligent. Moi, j'ai la conscience que la responsabilité, c'est quelque chose de très, très important.
Tu ne vas pas et tu ne demandes pas à faire de la politique. Moi, si c'est pour faire une campagne électorale, c'est impossible. Je suis incapable de la faire. Parce que tu vas rentrer dans le mensonge. Parce que si tu dis les vérités aux gens, tu vas les décevoir d'un certain côté. La politique, au sens noble du terme qu'il faudrait faire, c'est ce que je fais là avec mon blog, avec mon tuteur. Et j'espère que je vais gagner, comme je t'ai dit au téléphone, je vais gagner à mieux parler, à mieux m'exprimer, à mieux exprimer mes idées, à les canaliser plus, parce que c'est comme ça, c'est la finance, ça part dans tous les sens. Et il faut apprendre vraiment à l'oral à canaliser ses idées. Mais la vraie politique, celle au sens noble, c'est celle où tu as le sens des responsabilités et celle où tu sais que euh, tu ne vas pas chercher le pouvoir. C'est pas à toi d'aller chercher le pouvoir. C'est-à-dire que tes idées doivent conquérir le pouvoir, mais pas toi, ta personne. Parce que si tu vas, c'est que tu es inconscient, c'est que tu es intelligent. Comme Ouais, bien Macron. sûr, Intelligent, bien Macron. sûr. Après, tu peux pas, si tu as des bonnes idées à faire valoir, tu dis, c'est quelque part, euh, tu veux pas te mettre en avant, tu t'es peut-être pas fait pour la politique parce que c'est un milieu un peu aussi d'acteurs, de requins, je pense. Voilà, d'acteur. Finalement, on va là où tourne le vent parce qu'il y a beaucoup de gens aussi en politique, clairement, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, hein, de l'opportunisme, de l'arrivisme, des gens très carriéristes finalement qui sont passés d'un navire à un autre, les meilleurs ennemis de Macron sont devenus ses meilleurs amis du jour. Je pense à des gens qui font partie du gouvernement, des Le Maire, en l'occurrence, même des Édouard Philippe, qui n'ont pas du tout été tendres quelques mois avant avec Macron et qui aujourd'hui font partie de son gouvernement et sont même à la tête de la France. Donc, est-ce que tu ne penses pas que finalement, le nouveau monde passe peut-être aussi par une réforme de la politique? Ah oui, il Le faut. problème, c'est que si tout le monde dit je suis pas fait pour ça, finalement, il se passe rien. Non, c'est pas une histoire de pas fait pour ça, c'est que le système tel qu'il est là, il est inintéressant. Donc moi, j'ai un peu aussi de problème avec le RIC. Ce qu'il faudrait, c'est un truc qui est vraiment au milieu entre le RIC et ce qu'il y a comme système pourri en ce moment. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, par exemple. Ils nous ont montré par leur intelligence qu'ils pouvaient se réunir Mhm. et sortir des programmes qui étaient très intéressants. Et moi, je pense que ce qu'il faudrait qu'on apprenne à faire en France, c'est justement cet esprit de consultation, se consulter pour arriver à un consensus. On peut se disputer un peu, mais dans les règles, pas dans le mensonge. Là, ce matin, je regardais encore une députée LREM qui parlait à je sais pas qui le traitait, Dupont-Aignan, qui le traitait de menteur, menteur, menteur. Et voilà, lui, il essayait de se défendre et allait lui crier dessus. Et si c'est ça la politique, mais moi, je suis très bien là où je suis. Donc, c'est pas ça la politique. C'est pas des spectacles de 2 minutes sur BFM TV. Il faut arrêter Ouais, BFM bien sûr. TV. Il faut se rencontrer. Il faut organiser d'autres moyens de parler et d'échanger et de discuter pour arriver à un consensus par de la consultation et que les idées remontent. Après, ceux qui les appliquent, oui, il faut des hommes de poigne, il faut des hommes qui soient là, etc., qui promettent, qui vont se battre pour les idées pour lesquelles ils ont été élus. Mais ces idées doivent venir de tout le monde. Après, qu'il y ait un groupe qui va mener à terme ces idées et qui sera jugé selon ces idées. C'est ça qu'il faut faire. Parce que là, les hommes politiques racontent. Quand Hollande dit la finance, c'est mon ennemi, et quand on voit ce qu'il a fait, moi, je crois que sous Hollande, hein, je crois que c'est sous Hollande ou sous Sarko, mais je crois que c'est sous Hollande, j'ai vu mon. C'est Hollande au Bourget en 2012, Oui, mais juste après lui, j'ai l'élection. vu mon salaire a été multiplié par 13. Grâce à Ah sa ouais. phrase. Ouais, parce qu'il a poussé, alors je sais pas si c'est lui ou Sarko, ils ont poussé pour que les bonus des traders soient limités. Alors, ce qu'ils ont fait, à une fois le salaire, au lieu de limiter le bonus, ils nous ont multiplié notre salaire pour que nos bonus ne bougent pas. Donc, ils m'ont Ouais. multiplié. Donc, tu vois, quand ces gens ils parlent comme ça, il faut le prendre à la fin, le Hollande, par les oreilles, et tu l'amènes, et tu dis voilà, voilà ce que tu as dit. Tu prends par les oreilles, mais vraiment, hein, et tu dis, tu as dit ça, 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 devant une cour, et tu lui demandes, bah, qu'est-ce que tu as fait sur cette promesse-là? Qu'est-ce que tu as fait sur cette promesse? Parce que tu as été élu devant les Français pour ce programme-là. Et tu verras, c'est que c'est des gens, ils ont que de la parlotte, ils font rien à la fin. Et si c'est ça la politique, non merci, tu vois. Il faudrait que ça soit de la politique intelligente par des gens, prendre de tout le monde en fait. Eh ben écoute, Anis, en tout cas, on va en rester là-dessus, on va rester sur quelque chose de positif.
as apporté une solution qui, à mon sens, en tout cas, me paraît vraiment très, très intéressante et exploitable. Si des gens, d'ailleurs, hein, on ne sait jamais qui regarde les vidéos, donc si des gens regardent cette vidéo et euh, peuvent se servir de l'idée d'Anis pour que ça serve au sens commun, soyons clairs, et pas faire de la récupération de politique de bas étage, bah, contactez-le. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même quelqu'un qui est simple. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement, vu tes publications sur Twitter, vu ton CV, vu ton parcours, vu l'échelle où tu es monté. On s'attend pas forcément à autant d'humilité, de bon sens et de bienveillance. J'ai pris énormément de plaisir parce que j'ai complètement dérogé aux règles que je m'impose d'habitude, hein, qui sont de faire des vidéos plus courtes. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir. J'espère que les auditeurs en prendront aussi. Vraiment, je vous invite à aller voir son profil Twitter, Anis Lajnef. Je ne vais pas écorcher ton nom. Donc, ça s'écrit Lajnef, Anis Lajnef, sur Twitter. N'hésitez pas à lui envoyer des messages, même s'il doit en recevoir énormément. C'est quelqu'un d'accessible, je vous le dis, et avec qui j'ai pris un petit peu de temps à parler en dehors du live, juste pour préparer l'interview, les questions. Il n'avait pas les réponses, mais je lui ai juste expliqué comment ça allait se passer. Et vraiment, ça a été un honneur pour moi, réellement. Et j'espère que tu as pris du plaisir à. Voilà, tu n'es pas sur BFM, tu n'es pas sur CNews. Ouais, c'est super. Franchement, merci beaucoup. J'essaie quand même d'être objectif, même si en tant que média, ils le font très bien à la télé d'ailleurs, hein, de donner leur avis perpétuellement. Mais j'essaie quand même de rester objectif. En tout cas, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc vraiment, merci à toi, Anis. Merci, non, merci à toi. Merci pour ton temps et merci pour tout. Merci pour l'échange. C'était excellent. Bon, eh ben, hésite pas à me faire de la pub, hein, parce qu'un média, moi, je suis un peu comme toi. Je mets on va dire mes compétences, on va parler comme ça, au service des autres. Je suis pas subventionné, hein, comme vous le voyez, mais mes studios sont quand même pas des studios de télévision, faut pas exagérer. Et pourtant, ça n'empêche pas de faire du contenu, parce que la forme, c'est une chose. On peut se moquer en disant tiens, il se prend pour Pujadas ou je ne sais qui, mais regardez dans quelles conditions il fait ses lives. En attendant, l'essentiel n'est pas là. Et voilà, donc petit message à des gens que j'ai sollicités sur Twitter, des personnalités politiques, même un peu des VIP. Il y a des gens qui prennent pas du tout la peine de vous répondre. Je leur en veux pas parce qu'effectivement, il y en a qui doivent être assaillis de messages et je me mets à leur place. Merci à ceux qui prennent le temps de me répondre parce qu'il y en a aussi. Donc, je tiens à les remercier, comme je te remercie vraiment, Anis. Et Merci comme à je toi. remercie tous les gens qui viendront s'abonner au compte parce que voilà, on n'est pas là pour faire de la propagande, on est juste là pour faire du média, de l'interview, de la discussion, du débat et aussi de la contradiction de temps en temps, ça fait pas de mal. Et voilà. Donc, merci beaucoup à toi, Anis. Ok, merci. Merci, Zolif. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, abonnez à The Live Media. Bientôt, plein de surprises, hein, plein d'autres invités qui vont venir. J'aime bien maintenir le suspense, sinon c'est pas drôle. Donc, je vais pas déroger à la règle que je me suis fixée. Même si ce soir, Anis a réussi à me faire déroger à une règle, et Dieu sait il faut en faire hein, pour que je déroge à mes règles. Mais ça a été un plaisir indéfinissable. Merci beaucoup, Anis. Passez toutes et toutes une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Et comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois, Covid ou non, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et c'est ça le plus important dans la vie parce que, comme l'a très bien souligné Anis, certains ont peut-être le culte de l'immortalité, mais on a tous le même destin. Et tant qu'on est là, il faut prendre soin des siens. C'est bien le plus important. Et toujours se souvenir d'où on vient, ça c'est encore d'autant plus important. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne soirée, Anis, encore une fois. Bonne soirée Merci. et à bientôt sur The Live Media. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.